Bienvenue à Bistro Liberté, le débat libre et non conformiste. Au sommaire de cet épisode, les Français se révoltent ou le match est plié? Donc en fait, les gens sont dans un état de latence. Ils attendent toujours l'homme providentiel qui ne viendra pas. Et je pense qu'ils sont... Et tout est fait pour que Macron soit réélu. C'est-à-dire, donc, on a dit tout à l'heure, la presse est très indulgente. On maintient les gens dans un état de sidération, de peur, de terreur constante qui fait qu'ils se raccrochent à ce qu'ils connaissent, voilà, pour avoir une espèce de semblant de certitude. Et on ne meurt pas du Covid, on meurt des bombes russes. Voilà, et c'est un peu les vases communicants. C'est-à-dire, quand on parle du Covid, on ne parle pas de l'Ukraine, et quand on parle de l'Ukraine, on parle moins du Covid. Donc, et on ne s'en sort pas. Et donc, les gens sont maintenus dans cet état de terreur permanente, qui en plus est mauvais pour la santé, et mauvais pour l'esprit critique, mauvais pour l'intelligence. Voilà, et donc malheureusement, je ne suis pas très optimiste, mais on ne sait jamais, je veux garder un espoir. Et en seconde partie, la Russie de Poutine, le nouveau grand Satan? Il y a un côté Walt Disney où on se met tous contre le méchant et c'est la sorcière, voilà. Et c'est vrai qu'en faisant ça, donc c'est un opportunisme politique parce qu'ils infantilisent les gens et en les infantilisant, on retombe comme dans le débat précédent dans l'instrumentalisation de cette infantilisation et donc les gens sont forcés de se positionner d'une façon extrêmement tranchée et on peut leur faire avaler donc des mesures qui vont dans le sens qu'on veut. Pour en parler, nous n'avons pas un invité, mais un feu d'artifice de personnalité médiatique. Tout d'abord, l'actrice franco-américaine Béatrice Rosen, qui sera notre invitée d'honneur. Elle a tourné dans une vingtaine de films, dont le Batman, The Dark Knight. Son nom apparaît au générique également de 27 séries. Elle est connue aussi en tant que chroniqueur attitré à TPMP aux côtés de Cyril Hanouna. Il a fait ses débuts à Bistro Liberté et est chroniqueur régulier chez CNews. Je veux parler de notre fidèle Pierre Gentillet. Elle est camerounaise et est tombée amoureuse de la France. Elle est venue à TVL nous présenter son livre « La France n'est plus la France ». C'est également un chroniqueur aux grandes gueules de RMC. Vous l'avez reconnu? C'est Stella Kanga. Après des débuts comme maire adjoint d'Évry aux côtés de Manuel Valls, il est devenu la star des Gilets jaunes. Son best-seller « Pire d'État » s'est vendu à 100 000 exemplaires. Philippe Pasco co-signe aujourd'hui un livre avec André Berkoff intitulé « Abstention, piège à con ». Nous lui souhaitons un bon retour à Bistro Liberté. Ils sont dans toutes les grandes émissions à succès et viennent ce soir rejoindre Martial Bild. C'est normal, vous êtes à Bistro Liberté. Allez, on les accueille! Accueillir pour ce nouveau Bistro Liberté en compagnie de nos invités. Je vous présente bien évidemment à nouveau Stella Kanga. Bonjour Stella. Bonjour Béatrice Martial. Rosen. Bonjour Béatrice. Bonjour Pierre Gentillet. Bonjour. Fidèle du Bistro Liberté. Sûr, et puis Philippe Pasco. Effectivement, vous étiez déjà venu comme invité d'honneur de ce Bistro Liberté et je suis très heureux de vous avoir autour de moi. Béatrice Rosen, on a parlé à l'instant de vous en quelques images pour votre remarquable parcours cinématographique. 55 films. 55, j'ai bien retenu le chiffre. The Dark Knight avec Christian Bale, et puis 2012 de Roland Emmerich, des séries américaines, bien évidemment Charmed, Smallville, je vais en oublier bien évidemment, Backstrom. En France, les petits meurtres d'Agatha Christie, section de recherche. Et je me suis dit que les acteurs se réfugient habituellement dans le politiquement correct en raison de leurs annonceurs, de leurs agents, de leurs producteurs, etc. et de leurs téléspectateurs, de leurs spectateurs. Vous avez fait le chemin absolument inverse. Vous avez choisi d'être politiquement incorrect
Est-ce qu'on vous a dit que ça pouvait quand même coûter cher à votre carrière? Alors, on ne me l'a pas dit. C'est assez récent, en fait. Ça a commencé avec la crise sanitaire. Avant la crise sanitaire, je ne me suis jamais positionnée sur rien. J'étais dans le lot des acteurs politiquement corrects. Mais la crise sanitaire, en fait, a été vraiment un basculement. Ça a été un basculement de société. Ça a été aussi un basculement dans ma façon de voir la société, de voir le monde. Et j'ai vraiment pris conscience qu'il fallait prendre la parole et effectivement, ce n'était pas forcément des prises de parole très consensuelles. Ah non, pas consensuelles, parce que parmi vos combats ou vos cibles, target, il y a le président de la République. Alors, vous avez été la petite amie de Bruce Wayne, Batman. Alors, vous n'êtes pas du tout l'amie de Macron, Batman. Batman 1, Batman 2, bientôt, peut-être. Non, je ne suis pas... une ennemie, je ne fais pas d'attaque personnelle, je n'ai rien de personnel contre qui que ce soit. Macron, la com, le vent, les mises en scène, les promesses non tenues. Non, je juge les gens sur un bilan. C'est vrai, c'est vrai. Voilà, je juge les gens sur ce qu'ils font. On a eu 5 ans pour voir ce que ça donnait et mon jugement n'est pas sur sa personne, mais sur ses actions. Et donc, oui, c'est peut-être assez cash, mais... Vous lui en voulez surtout, et je vois sur les réseaux sociaux vos prises de parole, vous lui en voulez particulièrement pour ne pas réintégrer les soignants suspendus et sans revenus, de fait. Alors, là, vous êtes très dur. Oui, je lui en veux sur tout son bilan, parce que pour moi, il y a une vraie déconstruction du pays à tous les niveaux. Même sur l'économie, on nous vante son bilan économique, mais je pense que c'est... on peut en débattre vraiment longuement, voilà. Et pour les soignants, effectivement, je trouve que la gestion de la crise sanitaire a été vraiment anxiogène, discriminatoire, et il n'y a juste aucune base sanitaire pour avoir suspendu des soignants et laisser des gens sans revenus, sans possibilité de faire de formation. Enfin, j'ai trouvé ça vraiment très cruel. Il faut quand même savoir que ces soignants se sont tapés la première vague sans rien, sans protection, ils y sont allés la peur au ventre et ils ont tenu le coup, et tout ça pour qu'on les applaudisse à 20h, etc., et pour qu'on finisse par les suspendre. Je trouve ça inadmissible, c'est extrêmement choquant. Et en plus, on est quand même dans un pays où il y a plus de 10 millions de pauvres. Pardon, je fais un petit tunnel, mais c'est important. Il y a quand même 10 millions de pauvres dans ce pays, et au lieu de régler la pauvreté du pays, on va créer une nouvelle vague, cette fois de pauvreté et de détresse financière et psychologique. Et je trouve ça honteux, la façon dont ils ont été traités. Donc oui, ça me tient à cœur. Pourtant, je n'ai pas de soignants dans mon entourage, mais voilà. Un autre cheval de bataille. Autre cheval de bataille, vous en avez plusieurs. Et là, je laisserai aussi vos petits camarades répondre, parce que c'est le scandale McKinsey. Moi, je dis à tout le monde que c'est un scandale dont on ne parle pas. Donc, je vais essayer de faire en sorte de vous donner la parole pour que vous l'évoquiez les uns et les autres. Mais ce qui m'a intéressé dans votre approche, c'est que vous dites, dans ce scandale-là, il y a un aspect que vous avez avancé qui est de dire, il y a l'évasion fiscale, bien évidemment, mais au-delà, il y a le recours d'un cabinet qui pose une question, je vous cite, de défense nationale, c'est-à-dire un cabinet américain, pour ne pas parler, qui pose un problème de sécurité nationale. Et je me suis dit que c'était assez drôle qu'une franco-américaine qui est née à New York ne fasse pas confiance au cabinet new-yorkais. Ou peut-être parce que vous connaissez bien les cabinets new-yorkais. Alors, encore une fois, ce n'est pas une attaque envers McKinsey. C'est une boîte privée, ils défendent leurs intérêts, ils ont des marchés, ils les prennent, voilà, ils jouent le jeu. Maintenant, je pense que de la part de l'exécutif, alors je suis effectivement moitié américaine, moitié française, j'adore mes deux pays, mais là, quand je me positionne en tant que Française, je vois que notre gouvernement, l'exécutif, fait appel à des boîtes privées étrangères. On ne sait pas quels sont leurs intérêts idéologiques, politiques, qui peut-être est derrière, et on confie la gestion du pays à ces gens-là. Déjà, ça fait doublon avec les hauts fonctionnaires français, et puis c'est indigne, comme si on n'avait pas une fonction publique qui pouvait gérer nos affaires. Et si c'est le cas, pourquoi ne pas alors les former en urgence? Macron devait tout disrupter, changer, révolutionner la France. Bon, voilà. Si c'est au final pour engager des boîtes privées étrangères et donc mettre en péril finalement les intérêts nationaux, peut-être. C'est pas une attaque contre les États-Unis. J'adore les États-Unis, il y a pas de problème. Mais du point de vue français, je trouve que ça pose vraiment un sacré problème, surtout que surtout sur la crise sanitaire, il y a eu des conseils de défense qui ont été complètement hermétiques au public, et je trouve que c'est pas normal.
Et ça coûte très cher. Et ça coûte très cher. Stella Kamga, est-ce que ça, vous considérez, quand vous êtes aux grandes gueules de RMC, on vous dit c'est un scandale ou on essaie plutôt d'évacuer les choses? C'est un véritable scandale et c'est encore plus... plus choquant que ce soit nous qui devions mettre l'accent dessus, qui devions en parler sur les réseaux sociaux. Je vous rappelle quand même qu'on est à une vingtaine de jours du scrutin. Et à la même période, quand c'était en 2017, Fillon, il était déjà hors d'état de nuit, en gros, une façon de parler. Mais en tout cas, il n'était plus parmi les candidats qui étaient en course pour la fonction suprême. Donc là, comment ça se fait qu'il y ait un scandale aussi salissant, aussi éclaboussant par rapport au gouvernement d'Emmanuel Macron? Et visiblement, personne n'en parle. Et si ce n'est qu'on prenne la parole dessus pour en parler, on y accorde 2-3 minutes pour dire qu'écoutez, nous aussi on en parlait, mais sincèrement je trouve ça véritablement scandaleux. D'ailleurs, merci beaucoup à ton invité, tout ce qu'elle dit mérite d'être applaudi, sincèrement. Mais oui, parce que je trouve ça honteux, c'est scandaleux que la France soit littéralement réduite vraiment à aller chercher un cabinet étranger pour s'occuper de sa fonction, de sa gestion de ses fonds, de la gestion de ses crises. Non, mais c'est quand même la France, quoi. C'est quand même la France, celle que vous défendez à travers La France n'est plus la France. Hein, c'est un petit ouvrage, il faut lire, on en reparlera. Philippe Pascot, vous définissez comme auteur, petit scribouillard et veilleur de conscience. Hein, c'est nouveau, ça. J'aime bien les choses nouvelles. Oui, mais vous avez dénoncé les mensonges d'État, vous avez dénoncé avec succès les pilleurs d'État, vous avez participé à la révolte des Gilets jaunes, on l'a dit. McKinsey, pour vous, on passe aussi au scandale d'État? Ce qui me gêne beaucoup maintenant, c'est qu'on a une banalisation de l'horreur. C'est-à-dire qu'il y a des scandales partout. Je reprends ce qu'a dit Béatrice quand elle dit qu'il y a 10 millions de pauvres en France. C'est pas vrai. Il y a 38 millions de pauvres en France. Et c'est pas moi qui l'ai dit, c'est un type qui est un Premier ministre qui s'appelle Castex. Qui a dit qu'il versait 100 euros à 38 millions de personnes qui gagnaient moins de 2 000 euros net. Aujourd'hui, 2 000 euros net de salaire, je suis désolé, vous êtes pauvre. Donc aujourd'hui, officiellement, il y a 38 millions de pauvres en France. Il faut qu'on le sache. Mais moi, ce qui me révolte le plus, c'est qu'il y a une espèce d'apathie générale. On est de moins en moins nombreux à hurler. On va en parler, ça va être le sujet de notre débat. McKinsey, mais c'est une honte manifeste depuis le début. Depuis le début, non seulement on confie notre âme, notre corps, notre argent, notre volonté politique à une puissance, entre guillemets, étrangère, parce que je ne suis pas fou, les Américains, je les aime bien, mais ils ne font rien gratuitement. Donc quand ils viennent avec une entreprise comme McKinsey pour nous conseiller, les intérêts américains ne sont pas loin. Rappelez-vous, Alstom. Si on parle d'Alstom, il y a aussi des choses à dire par rapport aux Américains. Moi, je suis effaré. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est le gouvernement Macron qui a le plus dépensé en cabinet conseil. Pas loin d'1 milliard d'euros. 1 milliard d'euros en 1921, alors qu'ils en avaient dépensé que 300 millions en 2020. Donc c'est un truc de fou. Et ça gêne personne. Ça gêne personne. Aujourd'hui, on dépense 1 milliard pour avoir des conseils qu'on devrait être capable de faire, parce que quelque part, quand on est représentant du peuple, moi je l'ai été pendant 25 ans, j'étais conseiller régional, j'étais président de la formation professionnelle et maire adjoint de Manuel Valls. Salut Manu, si tu me vois. Il me part en courant quand il me voit maintenant. Moi aussi, quand je le vois, je pars en courant. Je l'appelle Dark Vador. Et je rappelle toujours, pour les auditeurs, que je suis la seule personne qui me soit battue physiquement 2 fois avec lui. C'est bien. Ouais, c'est bizarre que c'est pas... Oui, j'allais dire, ça va aller des applaudissements. Moi, ce qui me gêne, c'est que on se lève pas et qu'on hurle pas tous. On va en parler. Je poursuis, Pierre, un mot aussi sur McKinsey. Nos hommes politiques sont maintenant des communicants et en fait, on a l'impression qu'ils délèguent de plus en plus leurs prérogatives ça date pas d'hier, à des cabinets. Ça date pas d'aujourd'hui. Ça date pas d'aujourd'hui. Et là, on a l'impression que ça a pris une dimension. Et puis, comme le disait Philippe Pascot, aussi la perméabilité entre McKinsey et la Macronie qui n'est pas anodine. Folie. Elle l'est dès l'origine. Enfin, c'est-à-dire... moi, si je me base sur ce que disent les journalistes, il y a un article du Monde, parfois Le Monde fait de bons articles. En tout cas, sur tout ce qui est les enquêtes. C'est de plus en plus moderne. Non, mais si, pour vous dire, je reconnais parfois, effectivement... Non, mais c'est vrai, il y a des bons articles qui sont faits. Chacun fait son coming out. Et en l'occurrence, en 2016, dès 2016, en fait, il semblerait que le cabinet McKinsey soit intervenu auprès du candidat Macron. Alors, il n'y a pas de trace dans les comptes de campagne de l'intervention de McKinsey. Elle se serait donc faite à titre gracieux. Mais ça n'enlève pas le fait qu'il y a donc des liens, pas des liens d'intérêt, mais des liens amicaux, des liens entre la structure McKinsey, entre les dirigeants de McKinsey France et le pouvoir, ici Emmanuel Macron.
Et c'est vrai qu'on s'interroge, c'est-à-dire que si on regarde un petit peu l'évolution des dépenses, en 2018, vous aviez 379 millions qui étaient dépensés par l'État pour du conseil. En 2021, c'est-à-dire à la fin du quinquennat d'Emmanuel Macron, vous êtes à 893 millions d'euros. Donc la première question, si vous voulez, c'est comment ça se fait que ce budget a explosé? Deuxième question. Parce qu'on l'a de plus en plus consulté, notamment sur les politiques justement, sanitaires. On consulte qui? On consulte des organismes américains. Parce que l'entité mère, elle est basée au Delaware, accessoirement un paradis fiscal. Ah, ça s'appelle McKinsey France. Là. McKinsey, oui, c'est une filiale, McKinsey France. Donc, ça veut dire qu'en fait, le gouvernement américain a la possibilité évidente par son administration de savoir comment est-ce que McKinsey a conseillé le gouvernement français et a sans doute accès à énormément d'informations, secret défense, du cabinet français. Bien sûr. C'est un cabinet indépendant. Oui, bien sûr. Enfin, indépendant, vous savez, dans ces milieux-là... je me fais l'avocat du diable. Je vais vous dire, le problème de ces milieux-là, c'est que l'indépendance, si vous voulez, c'est plutôt une interdépendance en réalité. Le vrai problème, il est là. C'est-à-dire qu'en fait, ces cabinets de conseil sont souvent... Alors, en réalité, cabinets de conseil, certains grands cabinets d'avocats, certaines grandes banques sont très entremêlés avec les politiques. Donc, c'est beaucoup plus l'interdépendance que l'indépendance. Et enfin, une dernière chose. C'est vrai que moi, ce qui m'interroge le plus avec tout ça, c'est que McKinsey, pour vous donner un ordre d'idée, le chiffre d'affaires de McKinsey France, c'est 130 millions d'euros annuels. Sur ces 130 millions d'euros, 0 euros ont été payés en France par un mécanisme légal, c'est comme ça malheureusement, c'est ce qu'on appelle le mécanisme des prix de transfert, qui est un mécanisme un peu compliqué à expliquer, mais qui malheureusement est légal. Ils ont d'excellents juristes pour arriver à goupiller tout ça. Mais évidemment, c'est totalement illégitime. Ce qu'aurait dû faire le gouvernement, et c'est ça ce qu'on ne comprend pas, c'est comment se fait-il que pour une affaire aussi grave, pour le Covid, on ne se soit pas renseigné en amont sur le statut fiscal de McKinsey. Comment se fait-il que McKinsey, qui depuis 10 ans ne payait pas d'impôts en France, comment se fait-il que Bruno Le Maire, comment se fait-il que Véran, comment se fait-il que Jean Castex et Emmanuel Macron ne se soient pas renseignés? Je pense qu'ils le savaient entre nous. Mais donc du coup, ils ont pris les conseils de gens qui ne payent pas d'impôts depuis 10 ans, qui font 130 millions de bénéfices par an et qui sont déjà trempés dans différentes affaires. Il suffit de regarder la page Wikipédia résume assez bien les différentes affaires judiciaires. Donc, si vous voulez, là, c'est gravissime, parce qu'en fait, c'est au minimum de l'incompétence. Au pire, je n'ose pas dire le mot. Donc, c'est un vrai scandale. C'est un vrai scandale. Dire à votre place, c'est des coquins. Oui. Des copains coquins. C'est ce que je vous disais quand on parlait d'interdépendance avant. C'est-à-dire qu'en fait, les liens entre le public et le privé deviennent de plus en plus flous, les conflits d'intérêts sont de plus en plus latents. On en avait parlé, souvenez-vous, au moment du Conseil constitutionnel, quand Laurent Fabius avait, avec les autres juges, c'est vrai, rendu sa décision, alors que son fils est un des directeurs de McKinsey. Alors on nous dit pas du département qui pilote la stratégie, mais un des associés de McKinsey. On pensait que les directeurs se parlent entre eux. Et ça n'avait pas posé de problème de conflit d'intérêts. Tout ça nourrit la défiance et c'est évident. Et ça va continuer. Mais il y a pire. Vous prenez le secrétaire général de l'Élysée. À ce que je sache, il y a quand même un paquet d'affaires qui traînent. Moi, j'ai jamais vu un gouvernement. J'étais déjà sur le gouvernement Hollande à un taux de 30%. Écoutez bien, 30% de membres du gouvernement Hollande qui avaient eu affaire à la justice ou au fisc. Aujourd'hui, dans le gouvernement Macron, j'en suis à 60%. Pour quelqu'un qui nous annonçait un nouveau monde, pour quelqu'un qui nous a annoncé une autre politique, pour quelqu'un qui nous disait « Ne vous inquiétez pas, je suis le Kennedy américain ». Exactement. Le nouveau monde, il est pire que celui d'avant. Aujourd'hui, j'ai 87 députés de la REM qui ne viennent pas à l'Assemblée depuis 8 mois. 87, ils donnent leur pouvoir, mais ils ne viennent pas. C'est quoi ces gens-là qui nous gouvernent ? Et si je peux me permettre, c'est extrêmement inquiétant parce que la presse en parle extrêmement peu. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'indulgence quand il s'agit du gouvernement et de ce parti et d'Emmanuel Macron qui est quand même très étonnante. C'est-à-dire que là, l'affaire McKinsey, typiquement, c'est ce que je crois que c'est ce que vous disiez. C'est-à-dire que le scandale est gigantesque. On ne se rend pas compte. Alors, j'ai envie de dire, Emmanuel Macron a quand même beaucoup de chance. C'est-à-dire que là, il y a de l'actualité. Au moment où on parlait de McKinsey, c'est-à-dire il y a quelques jours, le soir même, il y avait la mort de Colonna. Alors, ça a un petit peu éclipsé. Et puis, vous avez la guerre en Ukraine. Mais
Il a un même, bon monstre. peu importe, en principe, le scandale, là, mais est tellement énorme. Et pas de une des journaux. Et puis attendez, il y a une dernière chose, Aucune, dont on aucune. n'a pas parlé du tout. Et c'est quand même, excusez-moi, c'est le plus important. Enfin, c'est une chose importante, c'est que le directeur de McKinsey, devant la commission parlementaire, Oui, il a qui, menti. à cette occasion, est réunie en tant que juridiction, et c'est vous dire que les types sont nuls parce que j'ai bien écouté l'audition. Le directeur de McKinsey a dit, quand on lui pose la question, le rapporteur lui pose la question, le président de la commission lui dit, êtes-vous assujetti à l'impôt sur les sociétés en France? Assujetti, les mots ont leur importance. Il pose mal la question. La question qu'il aurait dû poser, c'est payez-vous l'impôt en France? Le directeur de McKinsey répond, nous sommes assujettis, je vous l'assure, monsieur le président, il n'y a pas d'ambiguïté. Il ferme son micro et il réouvre son micro, et c'est là, dire qu'en fait, même les mecs du privé sont vraiment pas bons, en tout cas ces mecs-là. Il dit, et je veux que ce soit sans ambiguïté, vous pouvez retrouver la vidéo, je l'ai balancée sur mon compte Twitter, il redit, je veux être le plus net possible, monsieur le président, nous payons l'impôt sur les sociétés en France. Le simple fait de rajouter cette phrase, ben justement, ça c'est un mensonge. C'est 5 ans de prison, 75 000 € d'amende. Le parquet, selon l'article 40 du Code de procédure pénale, a été saisi. Donc logiquement, il y a une enquête qui va être faite sur le statut de McKinsey, mais logiquement, le rapport du Sénat, qui est une bombe, devrait, mais tout de suite, maintenant, faire que le ministre de l'économie suspende la convention avec McKinsey. Parce que là, au moment où on parle, il y a encore sans doute une convention d'honoraires entre McKinsey et le gouvernement français. Donc au moment où on parle, McKinsey touche toujours de l'argent de l'État français. Parfaitement. On va clore sur cette là. On va clore. C'était une incidente importante parce que c'est vraiment l'actualité et qu'il faut quand même que tout le monde sache que ces scandales Marcel, c'est là où il faut insister, ça devrait l'être encore plus. Et ça ne fait pas on parle de montants scandaleux. Comment peux-tu être étonné depuis l'affaire Bellana, qui lui aussi avait menti, Oui. Quelles sont les suites? Non, Ce qui étonne Philippe, c'est la capacité qu'a la presse, la grande presse, de s'emparer de cela. Il n'y a pas de une de Marianne, il n'y a pas de une du Point, de l'Express, de Nouvelle Obs. Il n'y a plus de grande presse. Voilà. Et ça, c'est... Il y a une presse aux sinon, il n'y aurait pas TV Liberté, mais c'est quand même... Allez, je reviens quand même, et je termine par Béatrice Rosen, partons de cet incident sur les questions qui vous étaient réservées, mais j'ai lu aussi, parce que je lis tout ce que vous écrivez, j'ai trouvé un truc assez drôle. Vous êtes une des recrues, on l'a dit aussi, de Cyril Hanouna sur C8, dans l'émission voilà. TPMP touche pas à mon poste, et vous dites, je vous cite, barre de rire et sujet sérieux d'actu, c'est le mix de TPMP qui me plaît, la vie, quoi. Et je me suis dit, Hanouna, c'est cela la vie? C'est ça la réalité de la vie? Oui, la vie, c'est un mélange. On peut être à table avec des amis, on parle de sujets très sérieux, on se dispute, etc. Puis 5 minutes après, on danse, on chante, il y a des sujets légers. C'est ça la vie, c'est un peu de tout. On ne doit pas être cantonné. Alors parce que toi, tu es actrice, tu es là, vous êtes avocat, vous n'avez le droit de parler que des sujets qui vous concernent. On est citoyen avant tout. On a une vie, on a plusieurs vies. Je suis maman, je suis... Enfin voilà, plein de choses. Si je peux me permettre juste de rajouter, c'est très important ce que tu dis, parce qu'en fait, c'est quelque chose qu'on a beaucoup entendu au moment du Covid et qu'on entend au moment de l'Ukraine, c'est de dire, il faut que vous soyez dans votre rôle de spécialiste. Mais à un moment, les débiles qui disent ce genre de phrases se rendent pas compte qu'en fait, on est en citoyenneté et qu'on ne peut débattre. Alors évidemment, il ne faut pas que ce soit le café du commerce et qu'on balance comme ça nos arguments, mais qu'on se renseigne un peu, parce qu'à ce moment-là, c'est pas compliqué. Si le débat n'est qu'un débat de socialiste, c'est une position typiquement libérale, on ne peut pas avoir un débat sur le nucléaire, parce que c'est que les ingénieurs du nucléaire qui parlent du nucléaire en France. Oui. On ne peut pas avoir de débat sur de grandes questions, parce que c'est uniquement des spécialistes. Le Covid, ce serait que des médecins. Mais non, parce qu'à partir du moment où il y a un élément politique qui arrive là-dedans, avec le Covid, on l'a vu, avec le nucléaire que je sortais comme exemple, nécessairement, c'est un enjeu que les citoyens peuvent s'approprier. On a besoin d'être un expert. La société d'experts, c'est une société antidémocratique. Voilà, surtout quand les experts se contredisent. Oui, voilà, et donc pour revenir à l'émission de Cyril Hanouna, il y a des gens qui le critiquent. Moi, je le trouve particulièrement brillant dans la façon dont il gère son émission, parce que il improvise énormément, il est vraiment toujours sur le coup, il fait 4 choses en même temps, et il respecte les coupures pub, tout est en direct, enfin c'est vraiment... Vous avez de la liberté. Alors, personne ne m'a jamais dit quoi dire ou de ne pas parler de telle ou telle chose. Au contraire, on est complètement libre. Après, chacun donne son avis. Parfois, on peut se disputer, s'insulter, etc. Mais on est complètement... Il ne faut quand même pas taper sur Bolloré chez Hanouna. Complètement libre. Écoutez, moi, je... Non, ne le fais surtout pas, tu serais viré.
Bon, vous verrez. Vous Personne essayerez, ne vous essayerez. mais moi, encore une fois, je ne tape pas sur les gens à titre personnel. Non, voilà. non plus. Donc, et je pense être quelqu'un de respectueux. Donc, voilà. Mais personne ne m'a jamais donné d'indication de comment répondre ou d'éviter tel ou tel sujet. Jamais. Bon, eh ben vous êtes aussi sur Bistro Liberté. Sur Bistro Liberté, on va rentrer tout de suite dans le premier sujet, le 10 avril. Les Français se révoltent ou le match est plié? Le 10 avril, les Français se révoltent ou le match est plié? Mouvements sociaux, mouvement des Gilets jaunes, embrasement populaire contre les décisions liberticides autour du Covid. Les Français ont démontré depuis 5 ans leur rejet profond de la politique du gouvernement. Et pourtant, les études et les sondages affirment que les jeux sont faits et que Macron restera président jusqu'en 2027. Le 10 avril, les Français se révoltent ou le match est plié? Voilà, retour sur le plateau de Bistro Liberté avec cette question qui est toute simple. Le 10 avril, les Français se révoltent ou le match est plié? Allez, Stella, on va commencer par vous, si vous voulez. D'après vous, là, on est le vendredi, c'est dans 15 jours, un peu plus de 15 jours. Est-ce que c'est plié? Alors, je suis assez pessimiste, donc je dirais oui. D'accord. Oui. Je pense que le match est plié pour la simple et unique raison que, de ce que j'observe dans la presse, enfin, pas que dans la presse, mais dans la sphère politique, dans le camp de la droite, il est divisé. Et les attaques que je vois, comment dire, quand je parle de camp de droite, franchement, je vais de Valérie Pécresse à Éric Zemmour. Et maintenant, s'il faut juste éliminer Valérie Pécresse et que je m'arrête juste sur Marine Le Pen et Éric Zemmour, moi, je pense qu'ils auraient tout intérêt à s'allier. Sinon, comme les fractions, ils vont se simplifier. Et il y a des chances que ni l'un ni l'autre ne soient au second tour, même si, bien évidemment, les sondages donnent Marine Le Pen au second tour. Mais si vous voulez, moi, j'ai du mal à faire confiance aux sondages et à savoir comment ils sont finalement dispatchés, à qui on pose des questions et quels résultats. J'ai vraiment du mal à faire confiance aux sondages. Mais quoi qu'il en soit, pour moi, à droite, vraiment, c'est compliqué. Maintenant, on a effectivement vu, depuis les mesures liberticides, parce que c'est ce qui a été pendant le Covid, des gens qui ont été dans la rue, qui ont manifesté leur mécontentement. Depuis même avant, il y a eu les Gilets jaunes, mais il ne faut pas oublier de rappeler que ces personnes-là représentent en réalité 10% des Français. Et que, quoi qu'on dise en France jusqu'à maintenant, l'abstention demeure quelque chose de pas négligeable, d'où le titre de mon cher voisin, l'abstention piège à con. Voilà, on va en parler dans quelques instants. Dont on va en parler tout à l'heure. Avec André Berkoff, notamment. Exactement. Donc c'est pour ça que moi je reste assez pessimiste et que je n'y crois pas une seule seconde, même à gauche où on pouvait s'imaginer qu'il y aurait eu un nouveau vent, si vous voulez, de fraîcheur ou de nouvelles idées. Mais non, la gauche, elle est toujours aussi amorphe. On a cru voir Christiane Taubira, mais Christiane Taubira, elle est venue se balader, elle a fait une bonne balade de santé et puis elle est rentrée au bercail. Ensuite, on a vu Fabien Roussel qui est bien monté dans les sondages, ensuite qui a chuté. Entre autres, on a dans l'équipe de Yannick Jadot, Sandrine Rousseau qui est partie parce qu'elle lui reprochait un certain nombre de choses. Donc, si vous voulez, même la gauche n'est pas rassurante. Par contre, oui, ce qui est à noter et qui est vrai, c'est que Jean-Luc Mélenchon, qu'on n'a pas vu venir, est potentiellement candidat pour le second tour. Et c'était ça, effectivement, le drame de l'élection qui est arrivée. C'est-à-dire qu'on est dans une sphère où on ressent la tension électrique, où on a besoin que le pays se droitise, si vous me permettez l'expression, parce qu'on a besoin de culture, on a besoin d'autorité, on a besoin, si vous voulez, d'une ligne, une ligne de droite, pour simplifier, pour ramener, si vous voulez, la France sur les rails, d'où Macron l'a fait dérailler. Et là, malheureusement, on se retrouve avec quelque chose que je pense que les Français, ils ne sont pas prêts. Parce que si vraiment les Français sont prêts, ils feront le choix qu'il faut. Mais là, je n'y crois mais vraiment pas une seconde. Et c'est avec un gros pincement au cœur que je le dis. Béatrice Rosen, des millions de Français sont descendus au cri de liberté. Liberté, la passe vaccinale, la liberté. Et ça donnerait 50 plus pour Emmanuel Macron. Vous partagez le pessimisme de Stella Kamga ?
Je partage son pessimisme et j'en suis vraiment absolument désolée, déprimée, désespérée. Bon, l'espoir fait vivre, on ne sait jamais, il peut y avoir un sursaut de dernière minute ou un miracle, quelque chose qui se passe, je ne sais pas. Mais effectivement, je pense que les gens, en fait, ils ne sont pas pour, mais ils sont anesthésiés. C'est-à-dire qu'autour de moi, j'entends souvent « oui, mais qui aurait fait mieux que lui ?» ou « il n'y a personne d'autre ». Donc en fait, les gens sont dans un état de latence. Ils attendent toujours l'homme providentiel qui ne viendra pas. Et je pense qu'ils sont... Et tout est fait pour que Macron soit réélu. C'est-à-dire, donc, on a dit tout à l'heure, la presse est très indulgente. On maintient les gens dans un état de sidération, de peur, de terreur constante qui fait qu'ils se raccrochent à ce qu'ils connaissent, voilà, pour avoir une espèce de semblant de certitude. Ouais, si on ne meurt pas du Covid, on meurt des bombes russes. Quoi. Voilà, et c'est un peu les vases communicants. C'est-à-dire, quand on parle du Covid, on ne parle pas de l'Ukraine, et quand on parle de l'Ukraine, on parle moins du Covid. Donc, et on ne s'en sort pas. Et donc, les gens sont maintenus dans cet état de terreur permanente, qui en plus est mauvais pour la santé, et mauvais pour l'esprit critique, mauvais pour l'intelligence. Voilà, et donc malheureusement, je ne suis pas très optimiste, mais on ne sait jamais, je veux garder un espoir. Pierre Gentillet, Philippe Pascot. Philippe Pascot, le retour de Manuel Valls au gouvernement, ça va vous faire plaisir, ça, non? Vous m'en voudrez pas si je ne suis pas forcément d'accord avec tous les propos qui ont été mis précédemment. Mais non, vous êtes un homme de gauche, vous avez bien le droit. Eh ben oui, je suis un homme de gauche. Hein. Je dis ça parce que quand je sors de chez vous, on me traite d'un mec d'extrême droite. Ah mince. Mais par contre, je suis un homme de gauche. On est toujours l'extrémiste de quelqu'un. Je suis un homme de gauche qui est reçu par des équipes de droite et je vous en remercie. Ouais. Parce que malheureusement, la gauche est un peu amorphe et ne me reçoit pas, alors que je suis de gauche. Ne me reçoit pas non plus. Hein, ouais, donc, je sais bien. Ce que je veux dire, c'est que moi, le match n'est pas perdu. Les manipulations, rappelez-vous quand même Balladur, un mois avant, il avait gagné. Rappelez-vous plein de Léotard, il était surélu. Madelin, il était surélu. Ils se sont tous cassés la gueule. Donc ne croyez pas les sondages. Et la plupart des élections, on fait mentir les sondages. Où ils viennent après s'excuser à plat de couture, parce que vous vous rendez compte aujourd'hui quand même, parce que là, ils font très fort. Macron est à 45%. Tous les jours, ça monte. Ce qu'on oublie de vous dire, c'est 30 seulement. Non, mais ça monte. Vous allez voir, ça va être 45 demain. Ce qu'on oublie de vous dire en plus, et c'est là où les gens, je dis, ne vont pas jusqu'au bout de la logique, c'est qu'il est à 30% de 40% de votants. Donc 30% de 40% de votants, excusez-moi, ça ne fait pas grand monde. Et si les gens se déplacent, et la manipulation est importante aujourd'hui, pour que les gens ne se déplacent pas le 10 avril. Mais moi, je suis sûr que si les gens se déplacent le 10 avril, on peut même se débarrasser de Macron au premier tour. Parce que Macron, dites-vous bien, il ne pèse que 10%. 30% de 40% de votants, ça fait à peine 10%. Rappelez-vous, il a été élu... Attention, Pierre Jacon, vous dites Macron a été élu en 2017 par 1,8 électeurs sur 10 inscrits au premier tour. Au premier tour. Il n'a pas eu plus. Valérie Pécresse, au régional, élue par 1,5 électeurs sur 10 inscrits. Et le remplaçant de M. Manuel Valls, salut Manu, a été élu, le remplaçant, avec 0,9 électeurs sur 10. Le remplaçant de Dassault, paix à son âme, a été élu avec 0,6 électeurs sur 10. Un demi-électeur sur 10. Et si jamais les gens se déplacent, et je pense que les gens vont se déplacer, vous ne pouvez pas savoir le nom, parce que Macron, aujourd'hui, faut pas dire ce nom, parce que sinon, après, on est traité de complotiste. Aujourd'hui, le nombre de gens qui se sont réinscrits sur les listes électorales est phénoménal par rapport aux élections d'avant. Et ça, personne n'en parle non plus. Donc, je vous dis, Balladur, etc., méfiez-vous, il peut y avoir des surprises le 10 avril. Et je dis aux gens, la meilleure façon d'exprimer son mécontentement, on s'est battu 5 ans dans la rue, on est descendu dans la rue, etc. La meilleure de combat demain, c'est le 10 avril. Mettez un bulletin dans l'urne. Je ne donne pas de consigne de vote. Les gens savent que moi, je ne vais pas forcément voter à droite. Je ne donne pas de consigne de vote. Mais votez tout, sauf Macron. Et si les gens se déplacent vraiment, et si quelque part, M. Macron continue à ne représenter réellement, avec les votes, que 10% des électeurs, il sera peut-être élu le 22 avril, mais il ne sera plus représentatif de la population. Et quelqu'un qui n'est plus représentatif de la population, comme nous sommes dans une société médiatique, j'imagine au deuxième tour, par exemple, que les blancs explosent et qu'il y ait plus de blancs que de... Il avait dit d'ailleurs qu'il allait réformer et faire Béatrice, compter les votes blancs. Oui, c'est un menteur. Mais le vote blanc devait être pris Béatrice, en compte. C'est un menteur. Il a commencé à me mentir, moi, au mois de mars 2017, quand il m'a envoyé un émissaire pour que je lui rédige une petite note sur le casier judiciaire vierge, dont je suis l'instigateur pour les élus. Et que 2 jours avant l'élection, il m'a renvoyé le même émissaire pour me dire, tu sais, Philippe, on ne le fera pas. C'est un menteur.
Patent. C'est un type qui nous dit qu'on va avoir une société meilleure et en fin de compte, les gens sont encore plus pauvres. Aujourd'hui, il y a des gens qui travaillent et qui dorment dans leur voiture. Aujourd'hui, on nous dit à la télé que tout va bien et il n'y a jamais eu autant de gens qui crèvent de faim, qui s'inscrivent au secours populaire, qui s'inscrivent au secours catholique, qui s'inscrivent au Resto du Cœur. Aujourd'hui, il y a des étudiants qui se sont immolés par le feu. Moi, j'ai vécu, avec un Martial, on a un certain âge, un type comme Yann Palach, si ça vous parle, qui s'est immolé par le feu, ça a fait le tour du monde. Aujourd'hui, j'en suis à 5 personnes qui se sont immolées par le feu, dont un gamin de 20 ans qui est sorti du coma il n'y a pas longtemps, parce qu'il n'avait plus à manger. On se fout le feu parce qu'on n'avait plus à manger, parce qu'on n'a pas de travail. Il y a encore une famille qui s'est suicidée, qui a tué ses enfants parce qu'ils ne savaient pas comment payer leurs dettes. Et on vient me dire que tout va bien. Mais les gens, si vous ne votez pas le 10 avril, ne vous plaignez pas si les 5 ans qui suivent vont être pires. Parce qu'en plus, il a ça ne retire pas ce que dit Béatrice. Béatrice dit c'est l'état de sidération des électeurs. Ce n'est pas incompatible. Ce n'est pas le fait qu'ils ne soient pas conscients des problèmes. C'est le fait qu'ils sont tétanisés dans la réalité et apeurés. Et le gouvernement n'a pas fait du tout de campagne d'information sur la réinscription sur les listes électorales, sur le vote. C'est vraiment comme si ça n'existait pas. Et on sent bien que c'est dans leur intérêt que l'abstention reste très élevée. N'oubliez pas quand même que c'est l'abstention qui a fait élire Emmanuel Macron. Mais c'est évident. Ne l'oubliez pas. C'est-à-dire que normalement, le bulletin blanc qui était censé justement être pris en compte, il y a eu plus de bulletins blancs, mais on n'a pas dit, écoutez, on annule les élections parce qu'il y a eu trop de bulletins blancs. Là, c'est l'abstention. Quand effectivement, c'est un électeur sur 10 qui allait voter et même pas 5 électeurs sur 10, c'est bien que Emmanuel Macron n'a pas été élu à l'unanimité. Il a été élu par effectivement son électorat et ensuite il y a eu un vote en défaveur, c'est-à-dire en vote sanction par rapport à Marine Le Pen, mais en sa faveur à lui. Donc il y a eu énormément d'abstention et c'est sur ça qu'il se base. Donc jamais il ne reconnaîtra la place du bulletin blanc, jamais, parce qu'il sait très bien que s'il le fait, on recommencera les élections jusqu'à ce qu'il n'y ait plus autant d'abstention. Le bulletin blanc sera reconnu. C'est ça que les gens, il faut qu'ils comprennent. Le bulletin blanc sera reconnu quand il bourrera les urnes. Nous sommes dans une société aujourd'hui où on bouge quand ça se voit. Bulletin blanc, on le compte, mais ça ne compte pas. Hein, c'est ça la phrase que vous utilisez. Hein. Pierre Gentillet, vous entendez ce débat dans ce tableau noir et apocalyptique. Voilà, alors est-ce que vous partagez ce tableau? Moi, je suis toujours d'un naturel optimiste, vous savez, à chaque fois aussi, sur la liberté, je me fais engueuler en me disant, mais comment vous avez osé dire? Moi, je pense toujours que quand c'est pas fait, tant que c'est pas fait, c'est pas fait. Donc... il y a toujours des bonnes surprises. Moi, je suis assez optimiste. Je suis moins pessimiste que vous. En même temps, vous allez me dire, c'est peut-être pas très compliqué, mais non, écoutez, je pense que rien n'est fait. Je pense que rien n'est fait pour plusieurs raisons. Ça serait un peu long à expliquer, mais je ne pense pas que Macron soit réélu au soir du 24 ou du 25 avril prochain. Parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a un effet de loupe qu'on ne voit pas. Vous me dites qu'il ne va pas être réélu le 24 avril. Si vous ne me laissez pas parler, moi, je vous laisse parler, là, si vous me dites ça, je vais jamais y arriver. J'ai une démonstration à vous faire. Si vous avez ça, 10 minutes. Vous m'expliquez que... Non, c'est pas promis. Allez-y. Non, je pense qu'en fait, on a une fausse perception. Je rejoins tout à fait Philippe Pasco, c'est-à-dire que... Pour une fois. Non, plusieurs fois. Je te taquine. Non, c'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, il y a un effet de loupe. C'est-à-dire, on voit les sondages, et les sondages nous mettent Macron à 30-31%. Et en fait, on ne comprend pas que dans ces sondages, on n'a pas du tout la part des gens qui, pour l'instant, disent qu'ils ne vont pas aller voter. Il y a 40%, près d'une personne sur deux, qui ne sait pas encore pour qui elle va voter ou ne sait pas si elle va voter, je ne sais plus. En gros, il y a une inconnue énorme. La chance de Macron, c'est évidemment l'abstention. Aux élections régionales, alors certes, Macron n'a pas gagné, mais les vieux partis traditionnels, ce qui s'assimile pour moi à peu près comme Macron, c'est le bloc bourgeois, on va l'appeler comme ça, a réussi à faire que le vieux monde a ressuscité un peu parce qu'il n'y avait que 30% de participation. 30%. D'accord ? Donc, moi, mon analyse est la suivante. Je ne crois pas que Macron sera, au soir du 10 avril, à 30%. Je n'y crois pas, pour une raison simple. Je sais que le bloc bourgeois que représente Emmanuel Macron, c'est-à-dire le centre-gauche et le centre-droit, c'est-à-dire en gros deux électorats, c'est-à-dire les boomers un peu plus aisés que les autres et puis les urbains, je ne crois pas que ce bloc-là, aujourd'hui, soit aussi puissant qu'hier. Vous savez, chaque année en France, vous avez plusieurs dizaines de milliers de personnes qui sortent de la classe moyenne. Pas pour aller vers le haut, plutôt pour aller vers le bas. Et ça, nécessairement, ça a une incidence sur le vote. Je pense que le bloc bourgeois en France ne peut pas faire, sur un candidat comme ça, d'autant qu'il y a Valérie Pécresse, 30%. Moi, je ne vais pas me les risquer à des pourcents. Je pense qu'Emmanuel Macron sera au second tour, ça, d'accord, peut-être. Mais je ne pense pas qu'il sera aussi haut. Je pense par ailleurs qu'au second tour, l'adversaire d'Emmanuel Macron, c'est pas du tout dit, surtout pour moi, celle qui a le plus de chances de l'emporter en l'état aujourd'hui, c'est Marine Le Pen.
Ce n'est pas du tout dit que ça va être un remake de 2017. Je veux juste vous donner un cas de figure. Je vais essayer de faire court, mais comprenez bien ce que je vais vous dire. Si demain on a un second tour, pour vous dire ce qui change, si demain on a un second tour, Marine Le Pen contre Emmanuel Macron, pour la première fois, Marine Le Pen dispose d'une réserve de voix. Si Éric Zemmour a fait 14-15%. J'ai regardé les reports de voix pour Valérie Pécresse. Valérie Pécresse, si elle fait 8%, ce qui sera beaucoup, il y a 30% de ses électeurs qui vont voter pour Marine Le Pen, 30% qui vont voter pour Emmanuel Macron, le reste dans l'abstention. Ça veut dire que Marine Le Pen a un réservoir de voix. Quel est le réservoir de voix en face? Macron est haï. Qui est le plus haï au second tour entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen? Là, Marine Le Pen, vous avez vu les unes de Libération? C'est plus la menace fasciste, c'est terminé, on n'est plus en 2017. Non, le catalyseur maintenant, c'est Éric Zemmour. Jusqu'au 10 avril au soir. Oui, mais attendez, en 2 semaines, on ne monte pas une campagne de diabolisation. On ne monte pas en 2 semaines une campagne de diabolisation. Aussi rapidement. Vous plaisantez. Par ailleurs, vous m'avez dit que vous m'interrompiez pas. Vous arrivez n'arrivez pas en 2 heures. Attendez, laissez-moi juste terminer. C'était parti. Non, mais il faut, en 2 semaines, on ne monte pas une telle campagne. 24 heures. Attendez. Quelle est la réserve de voix d'Emmanuel Macron? Elle n'est plus la même que celle de 2017. J'ai regardé le report de voix des électeurs de Mélenchon. Vous avez 15-20% des électeurs de Mélenchon qui pourraient voter Macron, et vous en avez 15-20%, pareil, qui vont voter pour Marine Le Pen. Le reste va aller dans l'abstention. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quelle est la réserve de voix d'Emmanuel Macron? On a donc les écologistes qui vont peser à peu près 4-5%, et puis nous avons quelques tout petits candidats et un petit bout de Pécresse. En fait, la seule chose qui peut sauver Macron, c'est qu'il y ait un front républicain. Si on a Marine Le Pen contre Emmanuel Macron au soir du premier tour, et bien justement, je suis d'accord avec vous, parce qu'on ne pourra pas la diaboliser aussi vite et aussi facilement en 2 semaines. Mais tu oublies quand même l'hypothèse. Donc, attendez, j'ai terminé. Pardon, je termine mon hypothèse. Mais en somme, moi je pense que, alors pas sur une victoire éclatante de Marine Le Pen, mais je pense qu'en fait les gens vont se dire au second tour, vous savez, le Front républicain, c'était de dire, peu importe qui est en face de Marine Le Pen, c'est cette personne-là qui gagne. Mais justement, en fait les gens vont se dire, soit les gens qui haïssent Emmanuel Macron vont se dire, mais en fait si je ne vais pas voter, c'est Macron qui gagne. Donc il y a des gens qui vont aller voter pour Marine Le Pen. Et Marine Le Pen, elle est beaucoup moins clivante qu'avant. Donc, vous pouvez très bien avoir, sur des sondages qui sont à 47, 48, 49, qui ne justifient pas une mobilisation contre le fascisme de retour, etc., et bien en fait, un effet de surprise et un effet d'aubaine qui permettent à Marine Le Pen d'emporter une courte tête. Parce qu'encore une fois, Macron est plus haï que Marine Le Pen au second tour. Tu oublies une petite hypothèse, c'est que Mélenchon peut être au 2e tour. Oui, non mais c'est l'hypothèse de Philippe Pasco. Alors, je vais vous dire une chose, il en rêve tous les matins. Non, mais j'en ai parlé. Non, mais je suis d'accord. Philippe Pasco, je vais vous dire une chose. Je connais Mélenchon depuis 35 ans. Je prends Martial à témoin, la dernière fois, et même encore avant. Ça, je l'ai toujours dit, que j'ai pas dit que Marine Le Pen serait au second tour. J'ai dit si Marine Le Pen est au second tour. Pour moi, la grande surprise, parce que l'électorat populaire se mobilise, et c'est pour ça, en fait, que Mélenchon est en train de monter, pour ça que Marine Le Pen remonte, pour ça que les thématiques sociales sont le plus positionnement, parce que l'électorat populaire est en train d'entrer dans l'élection. Et comme il entre dans l'élection, forcément, le bourgeois baisse. C'est pour ça que Macron baisse. Donc c'est pour ça que je suis d'accord. Et ça, je l'ai dit. Parce que s'il y a l'abstention, le bloc populaire peut être au second tour face à Macron. Alors là, par contre, Macron irait. Moi, j'ai des hypothèses. Je pense si Mélenchon est au 2e tour, et Mélenchon n'est pas forcément ma copafti totale, qu'on soit bien clair, moi je le connais depuis 35 ans, je pense que les gens de droite ont tout intérêt à voter pour Mélenchon. Oui, mais ils ne le feront pas. Mais les gens de droite qui veulent reconstruire une vraie droite, si jamais c'est Macron qui passe... Je comprends l'idée, le chaos. Tu vois ce que je veux dire? Ils n'arriveront jamais à remonter une droite. Mais l'électeur n'est pas aussi il va falloir leur expliquer. Il y a un truc, en fait, je comprends tout à fait ce que tu dis, mais il y a un truc, à mon avis, qui bloquera tout, et qui fait que l'électeur de droite n'ira pas voter Mélenchon, c'est la position de Mélenchon vis-à-vis de l'immigration. Et comme c'est un sujet vital, un intérêt vital, qui a été mis en avant notamment par Éric Zemmour, qui, quoi qu'on le dise, est aussi porté par Marine Le Pen, ça fera toujours... Vous voyez, en fait, on votera pas Macron, où il y a des gens qui n'iront pas s'abstenir en cas de second tour, Macron-Mélenchon, pas pour des questions d'économie, pas parce que Mélenchon fait peur en économie, mais beaucoup plus pour des raisons de peur vis-à-vis de ce que ça pourrait devenir sur le plan migratoire. Je ne pense même pas que ce sera... Ah oui, j'écris juste que mon électeur raisonne. Je ne pense même pas que ce ne soit qu'une question également d'immigration, mais une question de sécurité également. On a vu comment Mélenchon s'adresse aux forces de police. Et clairement, les Français ne sont pas pour que leur police soit malmenée, soit méprisée devant les caméras, comme le fait M. Mélenchon. Donc clairement, je pense qu'il y a des Français... Ça suffit avec votre Mélenchon. Oui, autant il y a effectivement le bloc socialiste qui va revenir et faire monter, que ce soit d'ailleurs Jean-Luc Mélenchon ou Marine Le Pen dans les sondages. Mais ce même bloc socialiste, évidemment, c'est la population. Et cette population-là, clairement, depuis 5 ans,
on a marre des rodéos dans les rues, on a marre de se faire agresser, on a marre de se faire insulter, on a marre de se faire violer, on a marre de se faire taxer. Et donc, a besoin sincèrement que la police reprenne sa force et son poids dans les rues. Et clairement, si c'est Mélenchon qui est au second tour face à Emmanuel Macron, eh bien, c'est très bien parti pour qu'Emmanuel Macron soit réélu ou qu'il y ait ça, très honnêtement, c'est une belle manipulation qui marche. J'en ai autant, je ne vais pas le développer ce soir, sur la police qui fait un peu n'importe quoi dans la rue. Ah non, faites pas votre truc. Je vais pas le faire ce soir. Quand je serai invité aux médias pour pouvoir parler de politique en faveur de Marine Le Pen ou Zemmour, eh bien, je vous laisserai la parole pour défendre Mélenchon. Ah non, mais ça va bien la démocratie ici quand même. Non, mais je suis d'accord. Terminé, Philippe. Terminé, ah non, c'était pour plaisanter. Non, mais je comprends bien. C'est cette belle note. Bon, allez, alors je réenchaîne. Dites-moi, j'ai une question à vous poser. Oui. C'est plus simple la politique française que la politique américaine? Ah, bonne question. C'est pas du tout la même chose. Plus imprévisible aux États-Unis, peut-être? C'est pas la même chose, et en plus le paysage, je trouve, politique américain a vraiment, ces dernières années, été vraiment modifié. Il y a toute cette vague de wokisme qui a vraiment pris en otage une partie du Parti démocrate et fait bouger les lignes, et c'est pas du tout la même chose. C'est vrai que mon ressenti des deux est pas du tout la même chose. Je sais parce que, par exemple, on a dit Zemmour, c'était un peu le Trump à la française, c'est-à-dire c'était je rentre dans les, j'empêche le wokisme, je rentre dans le... Ça a marché, il a fait une entrée tonitruante. Et cette entrée tonitruante... Il l'a fait exprès, en plus, il a repris certains codes. Et ça, vous pensez qu'aux États-Unis, ça a fonctionné pour Donald Trump au moins une fois et quasiment la deuxième fois. Est-ce que ça peut fonctionner aussi en France? Ou est-ce que vous pensez que les Français ne sont pas comme ça? Non, les deux pays sont complètement différents. Et puis aux États-Unis, c'est très géographique aussi, la répartition selon le parti. Et puis il n'y a que deux partis. Enfin, c'est vraiment complètement différent. Mais dans les deux pays, je trouve qu'on est vraiment en fin de cycle. J'ai vraiment ce ressenti de fin de cycle, de dégoût de la politique. Voilà, pour la comparaison. Après, pour Zemmour, je ne pense pas qu'en France, la réaction des gens soit la même. Mais... En fait, je pense que, alors, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit, mais juste en un mot, vraiment prolonger sur Zemmour. Zemmour, en fait, il y a quand même un phénomène incroyable. Souvenons-nous, là, il est à 10% dans les sondages au moment où on parle, mais il est quand même passé de 2-3% à tutoyer à un moment 18-19%, je crois. Donc, en fait, il faut analyser le phénomène plus que le résultat qu'il y aura. Comment se fait-il qu'à un moment, il y a quand même 19% des Français qui se disent prêts à aller voter pour un candidat dont... pas le seul programme, mais en tout cas, c'est lui qui le dit, sa marque de fabrique, c'est la thématique du grand remplacement. Pour moi, c'est un mi-chemin entre Trump et Macron. C'est-à-dire, en fait, dans sa communication, il y a quelque chose d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire que c'est très pro. C'est très, très pro. Et en même temps, il y a quelque chose de très trumpien. Très cash. Et très cash. Mais je pense qu'il a été piégé. En fait, je pense que Zemmour, juste moi, je suis pas, j'appelle pas à voter pour un parti ou un autre. Je suis pas politiquement engagée pour un candidat ou quoi que ce soit. Juste d'un point de vue observationnel, je pense qu'il s'est fait piéger. En fait, ils l'ont forcé à se déclarer très, très tôt, et ils ont fait exprès pour qu'il y ait une lassitude et qu'il y ait justement cet effet cloche. Quand est-ce qu'il pouvait se déclarer en même temps? C'était compliqué, c'est-à-dire que ouais, autant pour un président de la République. Le CSA, sur on parle de Macron ou on parle de Zemmour. Ouais, de Zemmour. Ah oui, c'est vrai. Poussé à se déclarer extrêmement tôt pour qu'il y ait un engouement et que ça retombe, qu'il y ait une lassitude, parce que c'est quand même les mêmes thèmes qui sont... Une campagne de diabolisation qui vient s'ajouter. Aussi pratique pour éborgner un petit peu Marine Le Pen. Alors, un Zemmour de plus dans la place, ça divisait un peu les voix de Marine Le Pen. Donc, quand ça divise ça et en plus ça la pousse. Et ça la pousse. Alors, ça, c'est les effets pervers, tu sais. C'est à double tranchant. C'est à double tranchant quand tu fais quelque chose. C'était le dernier mot et après on passe tout de suite à la suite du programme. Pour répondre assez rapidement, je pense que les deux politiques, les deux campagnes électorales, que ce soit en France ou aux États-Unis, moi particulièrement, ça me passionne. À chaque fois, j'ai adoré. Mais clairement, pour moi, Éric Zemmour n'est pas du tout le Trump français. J'ai un véritable problème avec l'expression Trump français. Je veux dire, moi, personnellement, je ne verrais pas un Américain dire que Trump, c'est le Zemmour américain. Dans le politiquement incorrect, oui, c'est-à-dire que je refuse le politiquement correct. Voilà, le wokisme, dans le même politiquement incorrect, Zemmour, c'est le Zemmour français.
D'accord, Zemmour, c'est le Zemmour français, mais je suis d'accord aussi avec ça. C'était vraiment pour l'idée. Mais voilà. c'est vrai qu'il y a des thématiques de revenir à un peu en arrière sur certaines valeurs, etc., etc. C'est vrai qu'il y a des points communs, mais en tout cas sur la Vous forme. savez des nouvelles de Biden, ça va, sa santé? Pas facile, hein, pas facile. Allez, c'est la Kamga, une lionne, allez, j'arrête. Une lionne indomptable, Joker, une lionne indomptable qui défend la culture française. Voilà, c'est la Kamga. Si tu m'en donnes au fur et à mesure, je vais me planter. Philippe Pasco, en Angleterre, ils ont chapeau melon et bottes de cuir. En France, on a chapeau de paille et gilet jaune. Excellent. Maître Gentillet, l'avocat sans concession des sans dents, sans masque et sans vax. Je suis peut-être Gentillet, mais pas bisounours. Excellent. Ça va? Allez, ça va. Et Béatrice Rosen, résolument anti-masque, sauf pour mon ami Batman. Voilà, ça. Retour à Christiane Bell. Et puis Martial Bill nous propose un bistrot liberté haut en couleur, vive le rouge et la Rosen. Voilà. Et puis Macron, oui, je suis désolé, hein, c'est pas toujours de bon goût. Macron, c'est d'ailleurs jamais de bon goût. Macron, il y en a qui sont d'accord, qui sont accros. Je veux ma deuxième dose de quinquennat. Voilà. Voilà. Et on aura peut-être les piqûres de rappel? Non, ok. Allez, l'efficacité en même temps de Macron, je châtie les Français avec les restrictions sanitaires, puis je les cajole avec quoi qu'il en coûte. Voilà, on se retrouve tout de suite pour la suite et on va arriver dans notre rubrique Confession où nous allons poser quelques questions indiscrètes à Béatrice Rosen. À tout de suite. Retour sur le plateau de Bistro Liberté, en compagnie de nos invités, bien évidemment Béatrice Rosen, Stella Kamga, Philippe Pasco et Pierre Gentillet. Béatrice Rosen, c'est l'heure des confessions. Vous êtes pour la première fois à Bistro Liberté, donc c'est vous qui allez répondre à ces questions-là. Vous allez avoir des questions indiscrètes. Et alors, nous avons mis énormément de moyens parce que nous avons une voix The Voice. Écoutez. Quel est votre héros dans la vie réelle ? Alors, je suis très embêtée parce que j'ai pas du tout une personnalité à être fan. J'admire des gens pour des choses particulières, mais je ne suis pas groupie, je n'ai pas de héros absolu devant lequel je me prosterne. Donc, Ah, c'est drôle ça, je pensais que vous avez peut-être une référence cinématographique, je sais pas, Audrey Hepburn. Oui, Audrey, bien vu. Bien fait, j'étais sûr. Audrey Hepburn, Romy Schneider, oui, des inspirations peut-être. Voilà, des inspirations, mais je ne suis pas, je n'ai pas de héros ou d'héroïne. Voilà. D'accord, on poursuit. Quel don de la nature voudriez-vous avoir ? En dehors de ceux que vous avez déjà. J'aimerais savoir lire dans les pensées des autres. Oui. Voilà. Ou double tranchant. C'est dangereux ça. C'est dangereux, mais ça serait intéressant. Certainement. Parfois. Bon, opération. Vous êtes pour la transparence à ce point? Écoutez. Non, uniquement pour elle. Enfin, Ah, tu y as pensé aussi. Ah oui, non. D'accord. Allez, on poursuit. Et si vous étiez un livre ? Premier qui vient à l'esprit, c'est Cyrano de Bergerac. Alors, parce que le héros que je n'ai pas dans la vie, Cyrano, c'est vraiment le panache. Voilà, ce serait. Vous savez que c'est le livre vedette. Cyrano. C'est vrai Le plus cité par C'est vrai nos invités, c'est Cyrano de Oui, Bergerac. il a été cité plusieurs fois. Plusieurs fois. Pour moi, la tirade Mais du d'ailleurs, non merci, elle est magistrale et j'aime me reconnaître dedans. Voilà. C'est un peu prétentieux, mais Non, mais pas du tout. je Bah, m'en vous êtes actrice, inspire en vous avez tout plus cas le droit. pour l'intégrité qui s'en dégage voilà, l'intégrité, je pense que c'est vraiment important. Vous avez fait du théâtre dès l'âge de 10 ans. Il n'y a Oui. pas longtemps, hein, mais dès l'âge de 10 ans, c'est ce que Il y a j'ai lu, quelques c'est ça? années. Il y a quelques années seulement. Oui, donc le théâtre, c'est important. Parce que dans votre carrière, il n'y a pas de théâtre. Je n'ai pas vu. Alors, j'ai fait une pièce avec Bernard Tapie, où on n'était que 2 sur scène. Oui, le théâtre, c'est important. En fait, j'ai commencé, depuis que j'ai l'âge de 2 ans, je voulais être comédienne. Donc, c'est vraiment ma vocation absolue. Et j'ai commencé à vouloir faire ça en voyant des pièces de théâtre à la télévision, parce qu'à l'époque, ils montraient parfois voilà. Et ça m'a
déclencher Et le cette théâtre, vocation. c'est aussi quelque chose que vous pourriez vous réserver à nouveau ou- Oui, ça me plairait beaucoup. Il faut que ce soit le bon projet. Alors, j'ai 2 enfants en bas âge, donc en fait, le théâtre, c'est un petit peu compliqué parce que vous êtes monopolisé tous les soirs, donc vous ne pouvez plus vous occuper du tout de vos enfants. Donc, il faut trouver un équilibre et le bon projet, mais absolument, c'est quelque chose que Seulement j'adorerais. lundi soir pour les enfants. C'est ça. On poursuit. Que chantez-vous sous la douche? Je chante tout le temps. Alors, ça peut même être saoulant parce que je chante tout le temps dans la voiture, là, en arrivant. Vous chantiez quoi en arrivant? La chanson, la bande originale de La La Land, City of Stars. Ah oui, bien sûr, bien sûr. je vois Voilà, bien. et je chante tout le temps. D'accord. City of Stars. Et voilà. Et, Non, bref, continuez. Non, mais ça nous convient parfaitement. Hein. Voilà, La La Land, je oui, chante très tout belle. le temps, du matin au soir. D'accord. Mais vous ne grimpez pas sur la voiture pour chanter dans La La Land, si? Non, mais je pourrais. Vous pourriez. Bon, allez, on poursuit. Quand on ne parle pas politique, vous voyez, je chante. D'accord. Avec qui aimeriez-vous dîner? Joe Biden. Alors, non, pas spécialement Joe Biden. Non, mais il s'en souviendrait pas. Alors, je n'ai pas de noms qui me viennent à l'esprit comme ça, mais en général, j'adore les gens passionnés. Quel que soit... On va dîner ensemble. Bien joué. Hop. Avec plaisir. Quelle que soit leur passion, je trouve que la passion, c'est quelque chose qui se communique, et que ce soit, je sais pas, un fabricant de pneus, un ébéniste ou quelqu'un de très important, quelqu'un qui est passionné par ce qu'il fait et qui en parle avec en vibrant, ça m'intéresse. Et je vibre avec la personne. Allez, une question de Candide. Le milieu du cinéma, vous avez fait Cannes, j'ai vu à Cannes, etc., aux États-Unis. C'est un milieu de passionnés ou c'est un milieu de faisandés? Il y a les deux. Non, il y a des gens extraordinaires. Grâce à ma carrière, j'ai rencontré des gens extraordinaires, vraiment. Oui, il y a une partie, même Cannes, c'est violent comme milieu. C'est extrêmement violent. Vous êtes sur le tapis rouge, s'il y a quelqu'un de plus connu juste à côté, on vous envoie dans le décor. Et voilà, c'est violent, mais... C'est aussi un métier d'artiste et de passionné. On ne peut pas tout le temps aussi cracher sur ce milieu. Il y a quand même des gens extraordinaires. C'est un métier que vous aimez. Voilà. C'est un métier que j'aime et ce n'est pas le seul. Mais et par exemple, quand Batman, le réalisateur, c'est Nolan, c'est ça hein? C'est quelqu'un de passionné, celui-là. Absolument. Il arrive en costume 3 pièces sur le tournage. Il prend très au sérieux son travail. Il n'y a pas un bruit sur le plateau. Chacun est à sa place. C'est comme un chef d'orchestre. Il est très, très respectueux des acteurs, mais aussi des figurants, de l'équipe. Et c'est vraiment quelqu'un que j'admire beaucoup. Roland Emmerich aussi? Oui, c'est une autre personnalité. C'est un gros film 2012 aussi. Oui, un peu plus fantasque. D'ailleurs, mais il est extrêmement sympathique, il est drôle. Et effectivement, ce sont des gens très, très passionnés qui, même les jours off, travaillent tout le temps et ils sont tout le temps dans le projet suivant et ils sont extrêmement passionnés. Ouais. Et toujours dernière question de fan club. C'est mieux les séries que vous avez faites, Smallville, etc., ou est-ce que c'est mieux les films? Alors, j'ai eu la chance, même sans être très connue, j'ai eu la chance de travailler sur tous les types de projets, des films indépendants, des gros budgets, des studios, des séries françaises, américaines, etc. J'ai pas de préférence. C'est vrai qu'une série, le personnage a plus le temps de s'installer, c'est très bien payé. Voilà, il y a des avantages qui sont indéniables. Donc, oui, les séries, c'est quand même bien. Et puis, au fur et à mesure des épisodes, les auteurs commencent à écrire vraiment pour vous, dans vos forces, dans vos atouts. Donc, oui, ça devient de plus en plus intéressant au fur et à mesure de la série. Tourtac, merci. On poursuit. Que détestez-vous par-dessus tout? Joe Biden. Oh, ça va bien. Ça va bien. Le pauvre. Non, ce que je déteste le plus, c'est la malhonnêteté, le mensonge et le faux semblant. Je peux tout accepter que quelqu'un on peut tout accepter que quelqu'un se trompe, fasse une erreur, mais le cacher et voilà. Pour moi, le mensonge, quand on me ment, c'est terminé derrière. C'est pas sympa pour Macron. C'est Macron. C'est drôle. Vous voyez, moi, je dis Biden quand même. C'est Macron. Bon, allez, on termine ou on poursuit? Et pour cette dernière question,
Dites-nous, quel est votre rêve de bonheur ? De continuer à m'amuser dans ce que je fais, de vivre plein d'aventures différentes et voilà, et d'être avec les gens que j'aime. Rien de particulièrement extravagant, mais voilà. Vous vivez à Paris? Oui, en ce moment, oui. En ce moment? Sinon, New York, Paris? Sinon, j'ai vécu très longtemps à Los Angeles, mais quand j'ai eu mon premier enfant, j'ai voulu me rapprocher de ma famille et pour que mes enfants puissent connaître ma famille. Vous ne regrettez pas? Professionnellement, je regrette un peu, mais j'ai pu vivre les dernières années de ma grand-mère et... Ça vaut tout l'or du monde. Tout l'or du monde. Et si c'était à refaire, je le referais sans hésiter. Je comprends. Eh bien, écoutez, on se retrouve sur cette note un petit peu triste, mais quand même très belle. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de notre débat. Allez, on va partir en Russie et en Ukraine. On a beaucoup de choses à dire. Restez avec nous, on se retrouve tout de suite. La Russie de Poutine, le nouveau Grand Satan. Grand Satan, c'était le nom donné aux États-Unis d'Amérique par le vocabulaire politique de la République islamique d'Iran. 40 ans plus tard, les grands satans ont été tour à tour l'Irak, la Libye, la Syrie, puis la Chine et aujourd'hui la Russie. Faut-il dépasser ou non cette vision schématique et manichéenne des conflits dans le monde ? Tout se résume-t-il au camp du bien face au camp du mal ? Retour sur le plateau de Bistro Liberté avec nos invités Béatrice Rosen, Stella Kanga, Philippe Pasco et Pierre Gentillet. Béatrice Rosen, en posant cette question, j'ai pensé vraiment à vous. Je me suis dit, c'est vrai qu'il y a une forme de manichéisme aujourd'hui et qu'on a l'impression que c'est Hollywood. Parce que maintenant, la géopolitique, c'est Batman. Il y a les gentils, il y a les méchants, mais il y a gentil, était le méchant. C'est ça, en fait, c'est vous qui nous avez créé ce manichéisme pour lequel les Français étaient quand même normalement absolument préservés de cela. Il y avait encore l'intelligence, la pensée, la réflexion. Et là, on est dans la Oui, c'est vrai qu'il y a un côté un peu Walt Disney. Je pense que c'est un peu de l'opportunisme politique, c'est-à-dire qu'en fait, en faisant ça, en éliminant toute nuance, en donnant un manichéisme, voilà, on est soit pour, soit contre, et c'est tout, et c'est comme ça. Il y a un côté Walt Disney où on se met tous contre le méchant, et c'est la sorcière, voilà. Et c'est vrai qu'en faisant ça, donc c'est un opportunisme politique parce qu'ils infantilisent les gens. Et en les infantilisant, on retombe comme dans le débat précédent, dans l'instrumentalisation de cette infantilisation. Et donc, les gens sont forcés de se positionner d'une façon extrêmement tranchée et on peut leur faire avaler donc, des mesures qui vont dans le sens qu'on veut. Les États-Unis ont été considérés par l'Iran, il y a des décennies de cela, comme le grand Satan, ça a été rappelé à l'instant. Aujourd'hui, le grand Satan, c'est la Russie. Il y a dans l'expression américaine aussi l'axe du mal, ceux qui avaient soutenu les islamistes. Il y a toujours cette notion-là. Est-ce que vous pensez, vous, qu'il y a un grand Satan ? Alors, moi, je ne suis pas dans le manichéisme. Je ne pense pas qu'il y a les méchants et les gentils. Je pense qu'il y a des zones grises. Alors, effectivement, dans ce conflit-là, c'est vrai que factuellement, il y a un agresseur et quelqu'un qui envahit un autre pays. Donc, voilà. Maintenant, moi, ma crainte dans cette guerre, c'est qu'il y ait des conséquences comme avec la Syrie ou avec les talibans, c'est-à-dire qu'on a armé des gens parfois dans l'histoire et en se rendant compte plus tard qu'on aurait peut-être mieux fait de ne pas les armer. Alors, je ne sais pas si ça a un lien, mais je pense que ça mériterait un peu de précaution et de... Voilà, j'ai un petit peu peur de ça. Si vous voyez ce que je veux dire. J'essaye d'être nuancée. J'ai bien compris. Non, enfin, moi, j'ai compris. Stella Kanga, est-ce que cette notion-là aussi de vision un peu stéréotypée des rapports du monde, l'opposition entre le bien et le mal, est-ce que c'est quelque chose que vous considérez comme important, vrai ? Ou est-ce que tout ça, c'est pour cacher une réalité ? Béatrice Rosen dit pendant qu'on dit cela, on s'évite de poser les vrais problèmes. En réalité, j'ai l'impression que c'est l'histoire de ma vie.
C'est-à-dire que dans tout ce que j'ai dit, je me suis toujours efforcée de ne pas trouver effectivement que tout était soit noir, soit blanc. Parce que dans ce cas de figure, on force à prendre position, on nous force à prendre des choix. Et que ce soit d'ailleurs en politique, que ce soit sur l'actualité. Je me souviens que quand le Covid avait commencé, c'était pareil. Quand je voyais les Français s'affronter sur qui doit se faire vacciner, qui ne doit pas se faire vacciner, j'avoue que ça m'avait vraiment blessée de savoir qu'on était en train de diviser un peuple pour un sujet qui ne relevait simplement que des libertés individuelles des uns et des autres. Maintenant que le Covid est presque arrivé à son terme, on nous ressort une nouvelle crise, je ne dis pas que c'est inventé, et on nous dit, écoutez, maintenant c'est Poutine qui est le méchant et c'est Zelensky qui est le gentil. Moi, je ne crois pas à ça. D'ailleurs, la base de ce qu'on nous apprend à l'école, quand il y a une crise, eh bien, il faut comprendre qu'une crise, ça ne naît pas du jour au lendemain. C'est quelque chose qui, comment dire, la crise, en réalité, c'est le résultat d'une succession de micro-problèmes qui s'est accumulé et dont on n'a pas pu trouver une solution. Et la règle de base en gestion de crise, c'est qu'on ne va pas être pressé dans la résolution et donc de prendre la parole devant les caméras et de dire tiens, je me positionne en faveur de ça et donc je dis ça. Ça, c'est la règle de base. Et ensuite, la deuxième règle de base, c'est qu'en essayant de trouver la solution, il ne faut pas rajouter la crise sur la crise. Donc oui, c'est vrai que factuellement, devant les caméras du monde entier, on a effectivement eu un agressé et un agresseur. Mais pour comprendre la crise ukrainienne, il faut remonter au minimum à 8 ans aujourd'hui. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui est né du jour au lendemain. Ne serait-ce que la République ukrainienne, elle a 30 ans, cette République. Elle est là, en 1991, exactement. Donc, il y a énormément de choses qu'il faut comprendre. Les tenants, les aboutissants, les débuts, l'origine. Il y a énormément de questions qu'il faut se poser. Et les questions amènent effectivement à comprendre, pas à expliquer, pas à justifier, mais à comprendre un certain nombre de choses. Et ensuite, à se dire que oui, et c'est là où, pour le coup, moi, j'ai pris la parole parce que quand il y a eu cette crise-là, il y a eu beaucoup de réactions épidermiques. Il y a eu des Français qui se sont levés, qui ont dit, écoutez, moi, je vais en guerre. Ah ben non, clairement, on a besoin de vous en France. Et que oui, s'il faut aider sur le plan humanitaire. Je n'étais pas d'accord sur le fait qu'il fallait armer la population parce qu'effectivement, comme l'a si bien rappelé notre chère invitée précieuse des États-Unis, qu'on adore, c'est que on a vu le cas avec la Libye. On a armé les Libyens et pour démilitariser le peuple libyen, après, c'était hyper compliqué. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer avec l'Ukraine. C'est vrai que le conflit est sur les terres européennes et je pense que pour ne pas justement envenimer la situation, il faut privilégier, mais coûte que coûte, la voie pacifique. Et clairement, les solutions qui sont en train d'être proposées par notre gouvernement fantasque, pardon pour l'expression, mais de clown, c'est en réalité des solutions qui sont sujets à plus porter préjudice aux Européens et donc aux Français en particulier, plutôt qu'à Poutine qui est censé être l'agresseur. Donc vraiment, c'est un peu ça ma position, encore une fois. J'appelle à une certaine neutralité, une certaine ouverture d'esprit et une certaine clairvoyance sur le sujet de l'Ukraine, de la Russie, oui, qui est posée à l'Ukraine. C'est l'histoire de ma vie. Hein. Je retiens, c'est l'histoire de ma vie. Et je disais ça parce que je vous ai invité quand vous avez écrit La France n'est plus la France. Vous pouvez regarder le Zoom sur tvliberté.com. Et c'est vrai que l'histoire de ma vie, c'est d'avoir, par exemple, dit à un moment donné que le racisme, c'était pas seulement un racisme des Blancs, qu'il y avait d'autres formes de racisme. Et je n'ai pas également trouvé que la colonisation n'était... Moi, particulièrement, je ne trouve pas que la colonisation, c'est un crime contre l'humanité. Et quand j'expliquais pourquoi, effectivement, il y avait des points positifs que la colonisation a apporté en Afrique, on a dit, oui, non, tu peux pas dire ça, parce que ça fait partie des positions que je dis. C'est pour ça que je dis c'est l'histoire de ma vie. Tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc. Il faut savoir être raison garde. L'histoire de ma vie. On dira à Bouba hein, que vous avez insulté. Allez, Pierre Gentillet. Pierre Gentillet. Vous avez entendu déjà cette première approche. Le grand Satan, la Russie, c'est facile, mais c'est pas nécessaire. Bah non, mais c'est pas nécessaire. Mais je veux dire, on n'est pas en guerre, mais on est quand même en guerre de l'information. Il y a une guerre de l'information. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une propagande qu'on veut voir à tout prix, c'est la propagande russe. Par contre, la propagande qu'on ne veut pas voir, qui n'existe pas, c'est la propagande occidentale. Accessoirement, pour vous en convaincre un petit peu, amusez-vous à regarder, s'agissant de tous les reportages que vous entendez en ce moment sur l'Ukraine, systématiquement, les reporters vont, enfin les extraits qu'on voit sont systématiquement du côté de la ligne de front, côté ukrainien. Les informations, par exemple, qu'on a sur Mariupol, qui depuis près de 10 jours est encerclée,
c'est des informations, il n'y a quasiment plus de journalistes aujourd'hui à Mariupol, qui nous viennent en fait de sources ukrainiennes. Et les médias français, occidentaux, français en particulier, n'ont même pas la prudence de prendre justement ces informations avec un petit peu de recul. Mais si vous voulez, voilà, à partir du moment où on ne comprend pas qu'on est dans une guerre de l'information, on ne comprend pas qu'effectivement, il y a cette logique de grand Satan. Parce que, regardez, moi, je vais quand même vous dire une chose, c'est que là, on est en train de mettre toute une série de sanctions vis-à-vis de la Russie. Il y a de nouvelles sanctions là, qui sont arrivées encore ces derniers jours, parce que la Russie, c'est une évidence, hein, a fait une faute, a attaqué l'Ukraine, même si, moi, en juriste, je sais distinguer la faute de la responsabilité. Je sais que la faute directe ici, c'est l'attaque russe, mais la responsabilité, elle n'est certainement pas que du côté de la Russie. Il y a aussi une responsabilité occidentale, américaine, un peu ukrainienne, etc. Et donc, du coup, tout ça pour vous expliquer que cette guerre de l'information, aujourd'hui, on n'a pas conscience qu'elle est menée véritablement des deux côtés. Donc, on est obligé de diaboliser. Et quand je vous dis, voilà, j'ai retrouvé ce que je veux dire, quand je vous dis qu'on diabolise, là, il y a des sanctions, je vous disais, qui vont être prises, qui sont prises contre la Russie, parce que la Russie a commis une faute. Parce qu'elle a envahi un pays. C'est factuel. Mais alors, je ne comprends pas très bien. Donc, en fait, on met des sanctions, mais alors tous à l'unisson dans l'Union européenne, parce qu'il y a un pays qui est envahi par la Russie, en violation du droit international. Hein. Tout à fait d'accord, ok, très bien. Par contre, où étaient les Occidentaux, où étaient les Européens lorsque les Américains ont envahi l'Irak, sont intervenus en Irak? Ils se cachaient, parce que c'est le rapport de force qui prime tout. Parce que le droit international, là-dessus, est une pure fable, auquel certains positivistes kelsoniens, pour ceux qui connaissent, croient encore. Mais moi, en bon schmittien, je ne crois pas à tout ça. Donc, je sais que, comme dirait Pascal, c'est pas le droit qui prime, malheureusement, c'est la force qui prime et qui fait le droit. Et toute l'hypocrisie occidentale, c'est de nous avancer toujours le droit là-dessus, en disant qu'il y a une violation du droit, et donc du coup, on prend des sanctions. Nous n'avons pas pris de sanctions vis-à-vis des Américains, et je m'empresse de préciser, et je l'ai dit, que je n'approuve pas ce qui s'est passé en Ukraine par la Russie, même si les responsabilités sont partagées, mais je note que les Occidentaux se sont précipités pour des sanctions qui sont totalement inefficaces et même contre-productives, alors qu'ils se sont écrasés devant les Américains. Comme d'habitude. En Irak et en Yougoslavie, hein, oui, on bien sûr, en viol de droit international. Non, mais j'aurais pu citer aussi l'Afghanistan, j'aurais pu citer la Libye, il y a quelques jours. Sauf que là, nous sommes, nous, aussi occidentaux intervenus. Là, je parle, en l'occurrence, d'une grosse puissance qui intervient toute seule, les États-Unis. Voilà, tout le monde... Ils ont fait dans leur couche. Sauf que, dites la guerre de l'information, mais je vais plus loin, puis après je donne la parole à Philippe Pascot. On regarde par exemple cette guerre de l'information, on découvre quand même des personnalités, des talents. Bernard-Henri Lévy, qui est un... oui. et son ami nazi ukrainien, il a dit, quand on regarde Zelensky, le président ukrainien, bien, il y avait Volodymyr qui était un comique, aujourd'hui c'est Churchill. Est-ce que, finalement, de cette communication... Si je comprends bien. Pardon, c'est BHL. Ah oui, c'est comique le BHL. Ben là, le comique, c'est BHL. Pour le coup. Vous vouliez dire quoi? Non, ce que je voulais vous dire, c'est que peut-être aussi que cette guerre de l'information permet de découvrir aussi des talents et des gens qui se révèlent. Voilà. Alors, si là vous parlez de Bernard Lévy, je pense que tout le monde a compris effectivement que vous êtes l'avocat du diable. Bon, bah, oui. Ensuite, des talents, je sais pas. Moi, je trouve que c'est bien, c'est-à-dire qu'enfin, c'est comme pour, pardon, je reprends au Covid, c'est-à-dire qu'il y a un moment, les masques tombent, vous voyez. C'est-à-dire que typiquement, des gens comme Bernard-Henri Lévy, qui nous parlait du droit d'ingérence hein, dans les années 90, qui justifiait d'ailleurs l'intervention en ex-Yougoslavie. D'ailleurs, c'est très amusant parce que les Russes, c'est ça que j'ai trouvé amusant, les Russes prennent les Occidentaux à leur jeu. Parce que quels sont les deux prétextes qui sont avancés? Enfin, les deux affirmations. Un, on est là pour protéger les populations civiles du Donbass, qui c'est vrai, accessoirement on ne le dit pas, mais depuis 2014, il y a des milliers de morts hein, 10 000. Dans le Donbass qui sont bombardés par l'armée ukrainienne. 13 000. Il n'y a pas eu de levée de sanctions contre l'Ukraine pour ce que l'Ukraine faisait. Non. Voilà, ça, il n'y a pas eu. Arnaud Soyer, qui est le producteur de l'émission, qui est ici d'ailleurs, s'est rendu dans le Donbass il y a quelques années pour TV Liberté, avait rapporté des images absolument ahurrissantes. Et il y a de bonnes associations françaises, je tiens à le dire, comme Est-Ouest de Nicolas Mirkovitch notamment, qui font un très bon travail. Mais ça, c'est le premier élément qui a avancé. C'est un élément occidental. Et le deuxième et dernier, qu'on voit à l'arrivée ces derniers temps, les Russes disent, il y avait des armes, alors pas des armes de destruction massive, mais des armes, alors je ne sais pas, mais en tout cas, je raisonne sur la logique, sur le prétexte. Il y a des armes biologiques, il y a des armes chimiques qui sont présentes en Ukraine. Donc nous, c'est une menace pour notre sécurité, donc on intervient. C'est très étrange. Les Américains sont intervenus sur le même prétexte en Irak.
sont intervenus à cause de laboratoires qui se sont confirmés. On ne sait pas ce qu'il y avait dedans. Hein, je ne sais pas, moi je vous dis, j'attends la fin de la guerre pour voir la vérité. Ça, c'est sûr. Pour citer, pour le coup, un vrai talent qui s'est révélé et qui nous a apporté un peu de nuance dans ce conflit, il faut quand même lui rendre hommage, j'ai envie de dire, c'est Anne-Laure Bonnel. Cette reporter très indépendante, qui n'appartient à aucun média, qui ne fait aucune propagande, qui fait également partie depuis 2008, qui a suivi ce conflit-là depuis l'origine même, qui a présenté son film, on va dire, en temps réel, sans filtre, et qui a bien expliqué que oui, elle a ramené un film pour expliquer aux Français véritablement ce qui se passait dans ces zones-là. Comme par hasard, aucun média français mainstream n'a voulu prendre son film au sérieux. Et au contraire, on l'a accusé de faire la propagande pro-Poutine. Aujourd'hui, on se rend compte qu'elle a parfaitement raison et c'est grâce à elle, si vous voulez, qu'on a eu quand même un peu de nuance, où elle nous a quand même expliqué que, sans vouloir encore une fois prendre parti, ni faire une quelconque, ni pour diaboliser, ni pour enjoliver Zelensky, mais pour quand même montrer que dans cette histoire, il n'y a pas de tout méchant, il n'y a pas de tout gentil. C'est-à-dire que Zelensky lui-même, qui est censé personnifier le courage, n'est pas lui-même exempt de toute faute démocratique. C'est que lui-même a des choses à se reprocher. Et donc, pour moi, les victimes qu'il a fait ne fait pas de lui un ange, tout comme les victimes que Poutine a fait ne fait pas également de lui un ange. Oui. Alors ensuite, là, si je puis me permettre, il y a une limite, il y a juste une limite à votre raisonnement, si je puis me permettre de vous porter la contradiction, c'est que dans cette optique de juste milieu, malheureusement, la vérité n'est pas dans le juste milieu. La vérité, on l'aura après la guerre. Mais vous parliez des responsabilités. Moi, je ne sais pas aujourd'hui, dans l'état de la guerre, ce qui est vrai, ce qui est faux. Mais par contre, sur la responsabilité, je sais ce qui est vrai, on sait ce qui est vrai. On sait que les accords de Minsk ont été violés. On sait que les accords de Minsk n'ont pas été respectés. Et que, oui, évidemment, l'extension de l'OTAN s'est faite. Et que là, les Américains ont commis une faute. Les Ukrainiens et les Américains ont aussi commis une faute en n'appliquant pas les accords de Minsk, en ne faisant pas la réforme constitutionnelle qui permettait une fédéralisation de l'Ukraine. Et que l'OTAN a continué à vouloir s'élargir, et typiquement en Ukraine. Quand les Américains ont vu des missiles qui arrivaient en 62 à Cuba, ils ont menacé du feu nucléaire les Soviétiques. Les Russes n'ont pas attendu que l'Ukraine adhère à l'Union européenne, et donc à l'OTAN, parce que c'est toujours la même chose, c'est couplé, et que des missiles s'installent en Ukraine. Ça, là-dessus, moi, j'ai pas de juste milieu. Il y a une responsabilité américaine et ukrainienne. Je ne serai pas dans la nuance. Ça, effectivement... Alors, et le public a l'air de ne pas être dans la nuance non plus. Et je partage parfaitement votre avis là-dessus. Je vais même vous rajouter qu'en plus de ce que vous avez cité, il y a également le Nord Stream 2 le chantier qui est censé voir le jour depuis belle lurette maintenant, et que l'Ukraine s'empresse d'empêcher ce chantier-là parce qu'ils savent très bien qu'avec le Nord Stream 1, en réalité, ils font une espèce de chantage aux Allemands et donc aux Européens en particulier dans la redistribution du gaz. Donc oui, je ne suis que d'accord avec ce que vous venez de dire. Alors, Philippe Pascot, puisqu'on est les plus anciens, comme vous l'avez dit, je vous rappelle qu'en 91, la disparition du pacte de Varsovie aurait dû conduire à la dissolution de l'OTAN, pour faire face à... qui était prévu pour faire face à la menace soviétique qui s'estompait. Et pourtant, eh bien, on en a fait de ce bloc défensif une alliance maintenant offensive. Est-ce que c'est l'OTAN qui porte la responsabilité de ce qui se passe, ou ça reste bel et bien la Russie? Moi, je rejoins l'avis de notre ami, des fautes partagées, etc. On saura la vérité après la guerre et après les guerres. Moi, je voudrais dépasser un petit peu le débat de la faute à qui. Tout ce que je vois, et j'ai des informations, puisque j'ai des amis ukrainiens, et j'étais en Russie plusieurs fois. Moi, ce que je regrette, c'est que les guerres sont souvent décidées par quelques-uns qui ont des intérêts économiques ou des intérêts de pouvoir, et que les guerres, c'est les gens qui souffrent, le petit peuple. Moi, j'ai des gens là qui m'ont envoyé des SMS. J'ai une femme qui est à Marcio, j'arrive jamais à dire le nom, Mariupol, qui vit dans sa baignoire avec ses 2 enfants depuis 3 jours, qui a plus d'eau, qui a plus d'électricité, qui a plus à manger. J'ai une autre personne que je connais bien qui est à 3 km de la frontière russe-ukrainienne, qui n'a pas eu le loisir de sortir de sa cave depuis 15 jours. Donc moi, ce qui me gêne beaucoup dans ces guerres-là, c'est qu'on en parle beaucoup de la responsabilité de Poutine, de la responsabilité du président, machin, de Macron, qui fait semblant d'aller là-bas pour arrêter la guerre, puis en fin de compte, qui revient, il n'arrête rien du tout. Mais en fin de compte, c'est surtout des gens qui souffrent. C'est le peuple qui meurt. Macron, c'est un le peuple ukrainien.
Et moi, c'est ça que je suis le plus malheureux, c'est de voir tous ces gens-là qui n'ont rien demandé. Parce que le peuple russe et les soldats russes qui sont en train de mourir, ils n'ont rien demandé, eux non plus. Il y a un type qui décide, en haut de la hiérarchie, allez vous battre, allez vous faire tuer. Il y a un type qui décide, vous allez recevoir des bombes sur la tête et on va détruire votre maison, votre travail, vos enfants, votre père va mourir et vous êtes obligé d'aller à l'étranger pour continuer à survivre. Et ça, c'est le plus triste. On est d'accord, Philippe, on est d'accord là-dessus. Je pense qu'ici, autour de cette table, tout le monde est pour la paix réelle. Oui, je pense que personne n'est pour la guerre. Pour les pensées ou pour des prières pour les peuples russes et ukrainiens, évidemment. Oui, mais justement, le traitement de l'information en France et aux États-Unis, parce que je suis aussi les informations là-bas, on a quand même l'impression qu'il y a un fond chez certains qui sont un peu va-t-en-guerre, qui essayent d'entretenir l'angoisse, l'escalade, alors que tout le monde devrait vraiment s'unir pour pousser à la solution diplomatique et le plus rapidement possible, justement parce qu'il y a des vrais gens qui souffrent sur place, qui se font bombarder, et peu importe à qui la faute, au final, les gens se font bombarder, voilà, il faut que ça s'arrête. Et en plus, ça va créer des répercussions à long terme sur nous, mais sur les pays du Maghreb, au niveau de l'alimentation, de pénurie, de l'inflation chez nous. Il va y avoir des répercussions énormes pour très longtemps. C'est bon pour certains, Béatrice. C'est bon pour certains, mais on sent vraiment que pour certains, c'est très bon et qu'ils ont des intérêts. Nous sommes comme en France, le pays qui sommes passés de la 5e puissance mondiale de vente à l'étranger à la 2e. Or moi, je suis un type très bête, moi. Je dis, si tu vends des armes partout dans le monde, c'est pour que les gens s'en servent. Et il faut bien renouveler les stocks. Donc pour renouveler les stocks, il faut bien se servir de ces armes-là. Et tu verras qu'il y a derrière, il y a un commerce. Et on sent qu'ils envoient des émissaires sur les plateaux télé. Je rappelle toujours que le premier bénéficiaire, après la guerre en Iran, entre guillemets, et la guerre au Liban, on a oublié la guerre au Liban, le premier bénéficiaire d'industriel là-bas, ça a été M. Bouygues. Parce qu'on reconstruit derrière. Ils font du pognon. Faut pas rêver. Et mais encore à côté de ça, il y a des gens qui meurent. Il y a des peuples qui meurent, qui sont étouffés. Parce que des guerres, il y en a dans le monde entier. On parle de l'Ukraine en ce moment, mais si vous jetez un œil sur le Soudan, et j'ai aussi un œil sur le Soudan, là-bas c'est dramatique ce qui est en train de se passer. Comment on assassine des populations entières. Personne n'en parle parce que c'est pas médiatique. Parce que les journaux n'en parlent pas. Mais c'est pareil, le Yémen. Et on peut citer une dizaine de pays comme ça où le peuple est en train de mourir, alors que les dirigeants sont en train de s'engraisser. Le camp du bien, Biden, Manu, Ursula, Zelensky et Olaf, le voilà, ce petit camp du bien, tout joliment dessiné. Notre exorciste vaincra-t-il? ONU va des rétro-Poutinas. Et aujourd'hui, on ne croit plus en Dieu, dit Emmanuel Macron, mais on sait que le diable existe et c'est Poutine. Emmanuel Macron, un mot avant de conclure. Comment se comporte-t-il dans cette affaire? Est-ce que c'est quelqu'un qui essaie de remettre la France au milieu du jeu entre guillemets, bien évidemment, ou est-ce que c'est bien, Martial, tu as le sens de l'humour. Non, j'essaie d'être équilibré. Non, il met la présidentielle au centre de son jeu. C'est-à-dire qu'en fait, il essaie d'être l'interlocuteur, mais il sait... On ne peut pas être juge et parti, on ne peut pas envoyer des armes anti-chars, comme ça a été révélé accidentellement par Corbière, à l'Ukraine, et en même temps arriver et dire, écoutez, on va négocier, je suis un arbitre. Non, aujourd'hui, l'arbitre, c'est qui? C'est les Israéliens et les Turcs. Parce que ce sont les deux pays authentiquement neutres. La France, là-dessus, qui, je rappelle, à la présidence de l'Union européenne, est complètement à la ramasse, parce qu'elle veut nous faire croire, je le dis, qu'elle peut être jugée partie. Macron, ce qu'il a fait avant la guerre, c'était surtout, et ça a bien marché, on l'a vu dans les sondages, une posture, une façon de se mettre en avant. Il a été bien rabroué par Poutine. Exactement, uniquement de la com. Et il a été bien rabroué par Poutine, qui l'a d'ailleurs reçu assez froidement, pour pas dire en l'humiliant. Il est même passé par la petite porte. Donc non, c'est uniquement de la communication. Mais en même temps, la France, il faut comprendre une chose, c'est que moi, ce qui m'embête encore plus en tant que Français, au-delà du fait que la guerre revienne en Europe, etc., sur un théâtre très large, parce que c'est plus important que l'ex-Yougoslavie, là, ce qui se passe. On parle de combats avec des centaines de milliers d'hommes. Ça nous rappelle, moi, c'est des noms qui me rappellent la Seconde Guerre mondiale. Enfin, quand j'entends qu'il y a une bataille à Kharkov qui se joue là en ce moment, enfin, je connais bien l'histoire militaire, il y a plein de batailles qui se sont jouées là. Quand je vois autant de soldats, ça fait penser à ça. Mais le plus important, pour moi qui, en tant que Français, je suis quand même attaché, et en tant qu'Européen, à une France indépendante et une Europe indépendante, c'est qu'on va se manger 20 ans d'OTAN, là. En tout cas, c'est le projet. C'est de dire, attention, il y a une menace russe, quasi soviétique, on va dire. Là, on a un espèce de discours complètement dingue qui fait le parallèle entre l'Anschluss et ce qui se passe là en ce moment avec l'Ukraine, en comprenant pas, c'est pour ça qu'on parlait des causes, qu'en fait, la raison, c'est pas ça. La raison, c'est de ne pas avoir l'OTAN
qui menace la Russie. Il faut le répéter 1 milliard de fois. Et que si aujourd'hui la paix, moi en tant que Français, si on me dit demain, la paix c'est l'Ukraine est une zone neutre et reconnaissance de la Crimée comme russe et les 2 républiques, je signe. Parce que mon intérêt à moi, c'est un intérêt français. J'ai de la compassion pour le peuple ukrainien, mais je ne veux pas que la guerre s'embrase en Europe. Je ne veux pas mettre la Russie dans les mains de la Chine. Parce que je sais que le couple Russie-Chine est un couple qui peut, à terme, nous poser, à nous, Européens, énormément de torts. Donc si à un moment, on ne comprend pas ça, et si on est complètement pris dans les intérêts américains, nous aurons de graves difficultés. Même point de vue. Philippe Pasco, c'était là. Dernier mot, très rapidement. Oui, alors, je reviens à vous. D'accord. Alors, non, moi, je dirais simplement qu'Emmanuel Macron, c'est l'influenceur de cette génération. Vous n'avez pas malheureusement voté un président, vous avez voté un influenceur. Le résultat, c'est qu'il copie tout des Américains, il copie tout ce qu'il y a à copier. Il est en mode tendance. Quand Zelensky prend la parole pour s'exprimer en sweatshirt à capuche militaire, eh bien, Macron, c'est pareil, il se filme à Elisa avec un sweatshirt à capuche, son jean, pour vous montrer qu'il fait également de la com. Donc, malheureusement, je suis désolée pour vous de le dire, hein, parce que c'est vous qui êtes français, et pour le coup, c'est vous qui le subissez, et c'est vous qui l'avez voté. Vous avez mis au pouvoir un influenceur. Et donc, ça ne durera pas. Voilà, il vous vendra son gouvernement à moins 30% avec le code Brigitte 30%. Voilà. Bon, c'est clair. Mais enfin, le 10 avril, nous, on a quelques-uns ici, on est très optimistes sur la capacité d'amener l'influenceur à rester sur ses réseaux sociaux. Ça sera ma conclusion. Le 10 avril, la démocratie ne s'use que quand on s'en sert pas. À l'inverse des Pillevonders, de notre camarade Bernard, que j'ai bien connu aussi. Bernard Tapie, qui vous avez joué. Servez-vous de la démocratie. On a encore la possibilité en France de s'en servir. Malgré le fait, et on a oublié d'en parler, qu'ils ont pris une entreprise encore américaine pour vérifier les élections, et que j'ai quelques soupçons sur cette entreprise qui va être chargée, la Domstone, qui va être chargée de vérifier les urnes, etc. Mais alors, pardonnez-moi, il y a un vrai sujet qui... Alors, je le dis juste ça me fait peur. Moi, il y a autre chose qui me fait beaucoup plus peur. Comme toi, vas-y, je t'en prie. J'insiste auprès des gens. Plus les gens iront voter, plus les gens se rendront le 10 avril dans l'urne, moins la marge de tricherie sera importante. La tricherie ne marche que quand il n'y a pas beaucoup d'électeurs. Plus vous augmentez le nombre d'électeurs, s'ils trichent sur 2 personnes, ça ne se verra vous pouvez croire plus. Philippe Pasco, il connaît les communistes et il sait comment il faisait. Exactement. Allez. Pas que les solidarité. Allez, dernier mot. Vite, parce que je reviens à Béatrice. Moi, je pense que le grand danger, là, il n'est pas présent pour cette élection, mais je le vois venir tout ce temps, et je l'ai vu notamment aux États-Unis, c'est le vote électronique. On parle pas, c'est une à partir du moment où il ne peut pas arriver pour cette élection présidentielle. Non. Également, c'est impossible. Mais à partir du moment où nous aurons le vote électronique, on a vu ce qui s'est passé aux États-Unis. Non, mais moi, j'ai les preuves. Attends, je termine. Vas-y. On a vu les tensions. On a vu les tensions que ça a généré. On a vu les énormes soupçons de fraude. À partir du moment où on nous mettra le vote électronique, là, j'ai peur qu'on se mette les menottes. Donc, dès que demain, on nous parle du vote électronique, il faut se lever le plus possible. Exactement. Mais non, mais ils s'en serviront contre vote électronique, Douglas pourra voter. Je vous rappelle, Douglas pourra voter. Mais Martial, moi j'ai les preuves que le vote électronique en France a été truandé. J'ai les preuves. Oui. Je peux me permettre, je ne fais que dans le factuel. Je pense que chaque parti politique a utilisé le vote électronique sauf que pourra moi, te donner la preuve vraiment aussi. Les preuves. Ouais. Donc le vote électronique, c'est la mort de la démocratie. On est d'accord, tous d'accord. Béatrice Rosen, merci une nouvelle fois. Vous vouliez dire quelque chose encore? Oui, je voulais dire qu'on a commencé l'émission avec mon tweet qui disait que Macron, c'était que de la com, du vent, etc. Et je pense qu'on finit l'émission avec cette même conclusion. Sur la crise, pour moi, je suis d'accord avec tout le monde. Il a instrumentalisé totalement. C'est d'un cynisme, au-delà du fond, etc. C'est d'un cynisme terrible d'instrumentaliser la crise sanitaire, l'Ukraine maintenant a des profits électoralistes personnels. Je trouve ça vraiment honteux et ce serait risible si c'était pas si grave. Voilà. Merci Béatrice Rosen. J'ai une dernière question, toute dernière question avant de se quitter. Il faudra liker, partager l'émission, bien évidemment, la faire connaître et puis mettre des commentaires sur YouTube, ça permet le référencement. Est-ce que la dernière question que je voulais vous poser, elle est toute simple, c'est que vous avez combattu le pass sanitaire, vous avez combattu le pass vaccinal. Je voyais WWF qui commence à dire mais il faudrait qu'on mette un pass climatique parce que ça serait vraiment formidable. Vous n'allez pas finir de continuer à vous battre?
Écoutez, moi, je veux pas de passe. Je veux pas que mes enfants. Je veux pas moi vieillir dans une société avec des passes dans tous les sens. Le passe douche parce que voilà, le passe. Passe-temps Pax. Ouais, le passe. Il y aura tout. Le passe-temps. Exactement. Il y a tous les types de passes. C'est insupportable. Je ne veux pas de cette société-là. Voilà. Et je ne veux pas que mes enfants grandissent dans cette société-là. Je veux que mes enfants puissent grandir, s'épanouir et vivre ce que nous, on a tous vécu, une jeunesse libre, insouciante. Et il faut vraiment, j'ai un message pour les gens, de ne pas tomber dans le piège de cette infantilisation permanente qu'on essaye de nous imposer. Il faut qu'ils reprennent chacun leur esprit critique, leur sentiment de pouvoir faire changer les choses. Voilà. Merci Béatrice Rosen. Ça me fait penser. Vous avez une jeunesse libre. Jeunesse libre, ça, Pierre, c'est ce que c'est. Parce qu'on sait beaucoup avec Pierre Marin, oui, qui est venu, j'ai perdu son nom, avec Pierre Marin qui est venu ici aussi. On a souvent évoqué cette période difficile pour les jeunes de confinement où on a privé la jeunesse de sa liberté. Mais il y a une jeunesse qui est libre et qui est souvent présente avec nous. Elle a un nouveau président qui s'appelle Vianney, c'est la cocarde étudiante qui a des élus un peu partout maintenant en France et que je remercie de sa constance de présence dans notre émission Bistro Liberté. Voilà, c'était un petit coup de chapeau en passant. Merci à eux et merci et vive la liberté. Voilà, vive la liberté et vive Bistro Liberté. À très bientôt.